Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce 200e épisode de Kickstarter 100 or not, déjà 200. Et pour ce 200e épisode-là, j'avais voulu faire quelque chose plus particulier, fait que je te fais Kingdom Death Monster, finalement l'espèce de bête de Kingdom Death Monster. Fait que qu'est-ce que c'est Kingdom Death Monster? D'ailleurs, merci beaucoup avant de commencer, si ce n'était de vous, je n'aurais jamais fait 200 épisodes de Kickstarter 101 or not. Je sais pas où est-ce qu'on va se rendre, mais on est bien content d'être arrivé. Ben, je suis bien content d'arriver à 200. Fait que donc, pour ce 200e Kingdom Death, qu'est-ce que c'est? Kingdom Death, c'est un jeu de boss battler, principalement. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu duquel tu as très certainement déjà entendu parler. C'est un jeu culte à sa façon. C'est un jeu qui est très populaire, qui est bien classé aussi sur BGG. Fait qu'on va t'en faire la présentation aujourd'hui. Donc, jeu coop 1 à 4 joueurs. Ça se joue très bien en solo, évidemment. C'est uniquement comme ça que moi, je l'ai joué. Je tiens à t'en avertir. Le concept du jeu, on est dans une espèce de monde, dis-je, glauque, sombre, dépressif et déprimant et dépressif. Et on doit tenter de survivre ce monde-là. Fait qu'on va fonder une espèce de colonie avec d'autres survivants. Il y a des monstres qui nous attaquent, il y a des trucs qui se passent. Fait qu'on va avoir toujours des sessions de jeu qui vont être divisées en 3 phases. À toi de voir dans quel ordre tu veux faire cette phase-là. Ben, quand est-ce que tu veux commencer puis jouer dans une session de jeu. Mais tu vas toujours avoir une phase de chasse où on va tenter de se rendre à un monstre. Tu vas avoir une phase de combat où on va combattre ce monstre-là. Et tu vas avoir une phase de settlement, de colonie, où tu vas avoir à gérer ton petit groupe de survivants, les innovations, les découvertes qu'on fait, les principes qui sont développés et tout ça. Fait que comme je le fais d'habitude, je vais commencer par t'indiquer comment on installe le jeu, ou plutôt cette fois-ci, je vais y aller vraiment phase par phase. Fait que je vais te montrer comment on installe et on fait la phase de hunt, comment on installe et on fait la phase de showdown qui est le combat, et comment on installe et on fait la phase de settlement dans l'ordre. À la fin, ben, comme d'habitude, je reviens et je te dis ce que j'en ai finalement pensé de cette bête qu'est Kingdom Death Monster. Fait que si on commence par la mise en place au début d'une campagne, la première chose que tu vas faire, c'est de créer ton survivant, puis on va te faire passer une espèce de combat prologue par-dessus lequel je vais passer ici, que je vais te laisser découvrir si jamais tu le fais, qui va t'aider à rentrer dans les règles de façon quand même assez simple, je dois dire. Fait que si je commence avec la création de tes premiers survivants, chaque joueur va avoir une espèce de petite grille comme ça ici, dans laquelle il va placer son équipement de départ. Son équipement de départ, il va en avoir 2 en commençant. Il va avoir Cloth, qui est un morceau d'armure, puis il va avoir son Founding Stone, qu'on trouve dans le peu d'histoire qu'on a en début de partie. L'autre chose qu'on va avoir, on va avoir une fiche personnelle pour chacun des joueurs. On va avoir différentes statistiques sur ces fiches-là en début de campagne. Là, ce que je vais te montrer, c'est surtout la partie gauche, où tu vas donner un nom. Dès que tu donnes un nom, tu vas lui donner un point de survie, Survival, qui est une ressource qu'on peut dépenser dans le jeu. Il va avoir ses différentes caractéristiques aussi. L'une des caractéristiques sur laquelle je vais attirer ton attention pour l'instant, c'est ses valeurs de défense qui sont juste ici, dans l'espèce de petit symbole de bouclier à gauche. On voit que j'ai un 1 à waste. Pourquoi j'ai écrit un 1 là? Vraiment un 1 sur du temps passant qu'on écrit à la mine, parce qu'on va avoir à l'effacer puis à le changer souvent. Parce que sur une pièce d'équipement que j'ai, j'ai un 1 d'armure sur le même symbole qui est indiqué sur ma fiche de personnage. Fait que la valeur d'armure qu'on va avoir ici avec nos personnages va dépendre de l'équipement qu'on va avoir d'équiper. Chaque joueur peut choisir une miniature qui correspond à l'image désespérée qu'il se fait de son personnage. Fait qu'on en choisit un. Ça va toujours prendre 4 survivants pour participer à un combat. Évidemment, si on en a moins dans notre campement, on va en avoir moins de survivants qu'on peut utiliser, mais de façon générale, on amène 4 dans une bataille. Dans notre scénario de départ, dans notre scénario d'introduction, on va en avoir 4. Fait que chaque joueur va se placer ça. Si on joue seul, on va être obligé de les prendre les 4 à nous-mêmes. Si on joue à 2, on va se les partager, mais il y en a toujours 4.
Quand on va avoir préparé ça, après notre premier campement, après notre première bataille, on va nous demander de préparer, d'entamer notre fiche de campement, qui est l'espèce de fiche de notre petite civilisation qu'on est en train de se faire, où on va avoir différentes caractéristiques, fait qu'on va avoir le passage du temps qui est ici, nos inventions, les lieux qu'on va construire, des événements importants qu'il va y avoir dans l'histoire, c'est recto verso. Fait qu'il va y avoir les ressources qu'on va avoir, notre population, les gens, on va leur donner un nom. Fait qu'ici, on pourrait écrire nos 4 premiers survivants avec leur nom. Ici, on prend des notes sur chaque, les monstres qu'on a affrontés, des trucs comme ça. Fait que c'est une fiche qu'on va avoir à updater, qu'on va avoir à mettre à jour après chacune de nos parties. Fait qu'on va placer ça en début de campagne. Puis ensuite, on va être prêt à jouer. Comme je l'ai dit, là, la structure normale, quand tu vas commencer ta première partie, pour vrai, on va t'amener tout de suite avec un combat, un premier combat pour t'expliquer le système de combat en partant. Puis ensuite, tu vas découvrir les autres phases de jeu. Moi, je vais te le présenter en suivant un peu plus la structure que tu vas faire normalement dans une partie. Donc, je vais commencer par t'expliquer la phase de chasse. Ensuite, je vais t'expliquer le combat, comment il fonctionne. Et je vais, à la fin, comme la troisième phase, je vais t'expliquer la phase de campement que tu vas généralement faire après le combat. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le jouais. Fait que je vais te le présenter comme je le jouais. Fait que on part ça, fait que je t'explique la phase de chasse. Dans la phase de chasse, la première chose que tu vas avoir à faire, c'est de déployer cette espèce de plateau-là qui, comme tu le vois, est quand même assez long. Fait que tes chasses peuvent devenir de plus en plus intenses. Et une fois que tu vas avoir déployé ce plateau-là, tu vas avoir à choisir ta cible. Pour savoir comment tu choisis ta cible, ben, tu vas avoir une petite fiche, comme je te disais, sur ta fiche de civilisation, tu vas avoir un endroit qui s'appelle Quarries, qui sont les cibles que tu peux avoir en début de partie. Tu peux chasser juste le White Lion. Éventuellement, assez rapidement, en fait, tu vas pouvoir chasser une deuxième créature, potentiellement 3, puis il va y avoir d'autres choses qui peuvent se rajouter dans la campagne. Fait que tu vas choisir ta cible et tu vas choisir son niveau de difficulté également. Dans notre cas, on n'a pas le choix avec le White Lion, fait que c'est la cible qu'on va choisir. Tu as une section à la fin du livre de règles, je sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais on a ici des Story Events, des Showdowns qui sont les combats, fait que Showdown White Lion, Showdown Screaming Antelope, ainsi de suite. Tu vas avoir besoin d'aller chercher le monstre que tu veux choisir et tu vas avoir respecté la petite valeur, l'espèce de mise en place pour le tableau de chasse qui est juste ici. Fait qu'on voit que je vais aller placer une carte événement sur la deuxième, la troisième case et peut-être sur la sixième case si je veux jouer un niveau de difficulté 2, puis je vais avoir en placer encore plus si je veux jouer un niveau de difficulté 3. N'étant pas complètement suicidaire, comme c'est mon premier hunt, je vais jouer avec un niveau de difficulté 1, ce qui veut dire que je vais avoir juste les 4 premières cases à remplir parce que le 1 indique où mon lion va se trouver. Une fois qu'on a regardé ça, ben on va aller le remplir. Fait qu'on a vu que sur les cases 2 et 3, j'avais un événement. Fait que chaque quarry, chaque cible a un deck d'événements qui lui est spécifique. Fait que le White Lion, par exemple, il y a ce deck d'événements-là. Fait qu'on le brasse, puis on va aller placer une carte événement sur chacun des lieux qui est demandé. Les endroits qui sont vides, on va aller placer une carte d'événement générique. Fait qu'on a un deck de cartes Hunt-Event qui sont tous le même, soit dit en passant. On va aller en placer un sur chaque endroit qui est générique. On va aller placer ma cible sur la case qui était demandée. Et on va aller placer les survivants sur la case de départ. Fait que sur la première case qui est comme ça. Quand ça c'est fait, on va regarder parfois, en avançant dans la campagne, c'est tout à fait possible que sur notre grille d'équipement ou dans nos événements qui vont s'être passés, des notes qu'on va avoir pris pour la journée en cours, l'année en cours, c'est possible qu'on ait à ajuster d'autres trucs. Si on a ajouté des cartes événements, on va les rajouter par-dessus les cartes événements qui sont déjà là. Fait que c'est tout à fait possible d'avoir 2-3 cartes événements sur la même case. Parfois, on va avoir le choix où est-ce qu'on veut l'amener. Parfois, on va avoir des événements positifs parce qu'on va s'être rajouté des événements de cueillette ou des trucs comme ça qu'on va aller rajouter. Fait que si on en a plusieurs, on fait tout simplement les mettre sur ce qui est déjà là. Puis quand on a fait ce petit setup-là, on est prêt à commencer notre chasse. Je précise que une fois qu'on arrive dans les hunts de niveau 2 et 3, il y a des cases où on ne mettra pas d'événements. Le Overwhelming Darkness, c'est une case dans le milieu. Et on a une case Starvation à la fin sur laquelle on ne met pas d'événements non plus. Mais c'est tout à fait possible qu'on aille mettre des cartes un petit peu plus loin là-dessus. D'ailleurs, quand on voit ce petit icône de livre-là, ça indique qu'on va avoir un événement à aller lire dans le livre de règles, mais dans le livre de base. Mais dans notre cas ici, comme on se rend au hunt seulement de niveau 1, on devrait normalement ne pas se rendre. Fait que si je résume la phase de chasse, comment elle fonctionne, c'est super simple. Les joueurs vont se faire un ordre de tour de jeu. Là. Disons qu'on commence par le joueur en jaune. Et le joueur en jaune va être le révélateur d'événements. Fait que le joueur en jaune va prendre la carte événement sur la case où il se trouve, il va la révéler et il va la faire.
Si au début d'un tour de jeu, fait que là, mettons que le joueur jaune il a fait cet événement-là, fait que ça vient au tour du joueur rouge. Au début du tour du joueur rouge, il n'y a pas d'événement sur la case où il se trouve, fait qu'il avance une case puis il révèle le prochain événement, tout simplement. La structure va fonctionner pas mal comme ça. Commençons par aller avec les événements qui sont les événements génériques. Les événements génériques, la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils vont nous demander d'aller rouler sur une table d'événements. Donc, pour les événements aléatoires, comme on vient de le voir avec l'exemple précédent, le joueur jaune a révélé une carte événement générique, donc un événement aléatoire. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un dessin. Donc, disons que ma dizaine, c'est le blanc, mon unité, c'est le noir. Très classique RPG. On va rouler ça. Ça me donne un total de 71. Fait qu'on va tout simplement aller chercher l'événement 71. Fait qu'on voit que dans le livre, toujours dans le même livre, on a beaucoup d'événements. Fait qu'on a trouvé une relique. On fait ce qu'on suit. Ça implique généralement de lancer un des 10. Fait que si on lance un des 10, dans ce cas-ci, j'ai trouvé quelque chose. Je lance, j'ai un 4. Fait que j'ai le résultat qui est juste ici. Je viens un petit peu plus fou, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si ça modifie des statistiques, ben c'est vraiment quelque chose que je vais aller placer sur ma fiche. Dans mon cas ici, j'ai trouvé une espèce de vieille pierre qui me donne un +1 de Insanity. Fait que Insanity, je vais aller l'écrire directement sur ma fiche. C'est une valeur ici. On voit que c'est à l'intérieur d'un bouclier. C'est donc une forme de défense mentale pour ma partie de dégâts Brain. Fait que je vais aller m'écrire un 1 d'Insanity ici en respectant les conditions qui ont été demandées par l'événement. Donc, comme on l'a vu récemment, ben là, mon événement il est fait que le joueur suivant, le rouge, il va avancer, il va résoudre l'événement suivant. Les événements des lions, là, je ne les montrerai pas tous parce que je ne veux pas vous dévoiler tous les secrets, je vais vous laisser en découvrir. Mais les événements des lions sont un petit peu plus fixes de la façon dont ils se passent. Il va y avoir de l'aléatoire, il peut y avoir des jets à faire, des trucs comme ça quand même. Mais quand l'événement est résolu, ben là, c'est vide, fait qu'on choisit un autre joueur, le vert dans ce cas-ci, il va avancer pour aller résoudre l'événement de la case suivante et on progresse comme ça. Ici, comme c'est un événement générique, mais quand on va arriver dessus, cette fois-ci avec le joueur bleu, on va avoir un autre jet de dessin à faire sur la table. Puis l'idée, c'est qu'on va avancer comme ça. Parfois, il va y avoir des événements qui vont faire que ma cible, elle va s'éloigner. Si c'est le cas, ben, il va falloir que je continue à progresser jusqu'à temps que je me rende à elle. Parfois, il y a des événements qui vont s'ajouter en cours de route. Parfois, la cible, elle va avancer dans l'autre direction. Elle va se rapprocher de moi, elle va venir me chasser. Parfois, elle peut sauter directement sur moi, mettant fin à la phase de chasse. Dans tous les cas, quand les personnages et la cible se rencontrent, dis-je, la phase de chasse est terminée. Et c'est là qu'on va aller à la phase de showdown, qui est le combat. Par contre, il faut se rappeler que si c'est nous qui se rendons sur le lion, on a réussi notre chasse, on va arriver à une phase de showdown normale. Si c'est le lion qui se rend jusqu'à nous, ben là, on va tomber en embuscade. J'en parlerai plus en détail au début de la phase de showdown. Mais ce sont de mauvaises nouvelles. Je précise également que si jamais la cible sort carrément du plateau parce qu'elle recule, parce qu'il s'est passé des choses, ça va être plus rare que les hunts de phase 1, évidemment, parce qu'elle commence loin du bord. Mais éventuellement, c'est possible qu'elle sorte. Si ça sort du plateau, le hunt, il est raté, puis on va passer par-dessus la phase de showdown, puis on va se rendre directement à la phase de settlement. Par contre, on va utiliser la règle de starvation, fait qu'on va perdre des ressources. On doit trouver un hunt à chaque phase de hunt. On doit trouver une cible à chaque phase de hunt. Sinon, il va y avoir des conséquences. Même principe, si les survivants se rendent jusqu'à la dernière case puis ils n'ont pas réussi à déclencher de combat, on va passer par la règle de starvation, mais on ne fera pas de hunt phase ce tour-là. Je l'ai déjà précisé, mais si les survivants passent par l'événement Overwhelming Darkness, ben on va avoir un événement à aller lire dans le livre de règles, et là, je ne vous le révélerai pas, mais on va tout simplement lire l'événement, subir les conséquences de l'événement et suivre les consignes de l'événement dans l'ordre. Tous les événements du livre sont dans l'espèce de chapitre en noir qui est à la fin. Fait que de ce côté-ci, on voit l'espèce de bande noire. Fait qu'on va aller chercher l'événement Overwhelming Shadow tout simplement dans cette série Overwhelming Darkness, dans cette série d'événements-là. Puis on va suivre ces consignes. Quand on est rendu au combat en tant que tel, au showdown, parce qu'on a réussi à se rendre au lion ou parce que le lion nous a sauté dessus, puis c'est la même chose pour tous les ennemis, on va aller retourner à la page de mise en place, la même page où j'ai utilisé pour faire la mise en place du tableau de chasse. Mais cette fois-ci, on va regarder le setup du showdown, qui est le combat en tant que tel. Fait qu'on va avoir une représentation miniature du plateau de jeu. On va nous dire où installer le monstre. Dans ce cas-ci, c'est en plein milieu. Les cases bleues indiquent où les survivants peuvent commencer. Ils vont choisir. Et on va avoir des petites règles de déploiement ici. Par exemple, lui, on me dit je dois aller placer le One Tall Grass Terrain Card. Puis je vais aller placer 2 tuiles. Puis je vais placer 2 terrains de façon aléatoire.
en faisant un setup normal avec ces deux terrains-là. Fait qu'il va me rester à déployer le plateau de jeu puis à suivre ces petites règles-là pour faire ma mise en place. Concernant la mise en place des terrains, c'est bien simple. Dans ce cas-ci, on m'a donné un terrain spécifique que je dois aller placer. Je m'en vais placer les tuiles et j'ai les règles de placement des terrains dans le bas de chaque carte. Fait que j'ai juste à respecter les consignes qui sont indiquées juste ici. Des fois, c'est tout simplement des restrictions. Ça ne doit pas être à telle place. Ça doit être minimum à distance de tel truc. Et une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai un deck de cartes terrain. Fait qu'on m'a demandé d'en piger 2. Fait que je vais piger mes 2 cartes terrain et j'ai le même principe. Fait qu'on va me dire où placer mon terrain. Par exemple, j'ai pigé un cadavre de monstre. On me dit de le mettre adjacent au monstre qui est sur le plateau. Fait que tiens, je le mets ici. Puis j'ai pigé 3 colonnes de pierre. Cette carte-là ici, celle-ci, on me dit de le mettre minimum à 4 espaces de tous les autres terrains. Fait qu'un, 2, 3, 4. Mettons, je pourrais en mettre un là, l'autre, il va aller là, puis l'autre, je le mets, mettons, là-bas. C'est vraiment les joueurs qui vont décider. Finalement, les joueurs se positionnent en suivant le diagramme. Fait que dans les petites cases en bleu que j'ai déjà montré précédemment, on place toujours nos 4 survivants, sauf s'il y en a qui sont morts pendant la phase de chasse ou des trucs comme ça, ou si on n'en avait pas assez pour en envoyer 4. Normalement, on en place 4. Et notre plateau en tant que tel est placé et est prêt pour la phase de showdown. Par contre, il reste d'autres choses à placer avant de commencer. L'autre chose qu'on va aller préparer, c'est le deck du lion. Quand je parle du deck, c'est son deck d'intelligence artificielle. On va avoir une section juste ici qui va indiquer quelle est son action spéciale qui s'appelle Sniff, dans son cas, et qui va avoir la façon dont je vais avoir le construire selon le niveau de difficulté que je vais avoir choisi. Moi, j'ai choisi un Hunt de niveau 1, donc je vais le construire avec 7 cartes listées B et 3 cartes listées A. Le B va pour Basic, A pour Advanced, L pour Legendary. Fait que mon monstre va avoir différentes cartes qui sont identifiées avec ces mêmes lettres-là. Les cartes Legendary, dans mon cas, on a vu que je n'en aurais pas besoin, je vais les mettre de côté. Mes cartes Advance, on m'a demandé d'en choisir 3. Fait que dans mes cartes Advance, je vais aller les brasser puis je vais aller en piger 3. Et dans mes cartes Basic, je vais aller les brasser également. Et là, on m'a demandé d'en piger 7. Fait que je vais aller brasser ces cartes-là et sans les regarder, je vais en prendre 7. Quand c'est fait, je les joins avec le reste du deck pour faire mon petit deck de 10 cartes. Puis là, c'est 10 cartes parce que je suis au niveau 1. On voit que si j'étais niveau 3, ça serait pas moins de 21 cartes qu'il y aurait dans son deck d'intelligence artificielle. Je brasse ça comme il faut. Je précise que selon ce qui s'est passé dans le Hunt, c'est un deck qui peut être modifié. On peut me demander de mettre déjà en jeu certaines cartes parce qu'il commence le Hunt enragé ou fâché parce qu'on a fait quelque chose. Mais d'une façon ou d'une autre, quand on est prêt avec ce petit deck de cartes-là, on va avoir un plateau de jeu comme ça ici. Et il y a une zone où je vais aller placer son deck d'intelligence artificielle. Et ce plateau-là qu'on va garder proche de notre zone de jeu, il va avoir plein d'informations à les placer dessus. Ici, je vais avoir l'endroit pour placer son Basic Action. Fait que j'ai une petite carte d'aide-mémoire qui a d'ailleurs le même petit tableau que je viens de vous montrer avec les caractéristiques de base également du monstre qu'on voit ici sur lesquels je vais revenir. Il y a ces règles de construction de deck qui sont juste ici, mais de l'autre côté, il y a un Basic Action. Parfois, il y a un événement qui va me dire, ben, il fait son action de base. Fait que je vais aller la mettre ici pour me rappeler c'est quoi son action de base. Je vais ensuite avoir son Hit Location Deck. Fait que tous les endroits où je peux potentiellement le frapper, juste ici. Fait qu'on a un gros deck qui représente son Hit Location. C'est indiqué avec un HL dessus. Ça aussi, on va brasser ça. Ça, on n'a pas besoin de le préparer, de le trier. On fait juste le brasser. Puis on le place ici. Le reste de ce petit plateau-là, et on voit qu'il s'étend quand même jusqu'à loin dans l'horizon, le reste de ce petit plateau-là va avoir différentes utilités. On va avoir un endroit où on va mettre les blessures du monstre, sur lesquelles je vais revenir. S'il y a des jetons permanents temporaires, on va pouvoir les placer ici, des bonus à l'attaque, à la défense, etc. Puis si mon monstre il a développé certains traits où il est dans une humeur spéciale, parce que certaines de ces cartes d'intelligence artificielle vont indiquer son humeur, il est fâché, il est enragé. Puis comme je l'ai dit, pendant la phase de Hunt, on peut nous demander d'aller dans son deck, de prendre une carte de mood, par exemple celle-ci, que j'ai déjà eue, qui est le Ground Fighting, puis on va me dire, ben, il va commencer avec cette carte-là en jeu. Fait qu'ici, on a des endroits pour mettre les cartes de mood en jeu, c'est les cartes d'humeur. Fait que ça, on va avoir un endroit pour placer ça, les règles étant spécifiées sur la carte. Fait que ce plateau de jeu-là, on va le garder sur la gauche ou la droite, comme on veut, de notre zone de jeu. Et une fois qu'il est placé, ben là, on est prêt à commencer notre phase de showdown pour vrai. Au début d'un showdown, là, il y a une petite différence, dépendamment si tu joues solo ou multiplayer, mais dans les règles de base, les règles multiplayer, on va donner cette tuile-là à un joueur, qui est le Monster Controller. C'est lui qui va piger la carte des eyes, c'est lui qui va gérer le comportement du monstre ce tour-ci, puis à tous les tours de jeu, cette tuile-là va passer d'un joueur à l'autre.
Je vais juste te préciser qu'en mode solo, on ne l'utilise pas et si on l'utilise, quand un joueur a cette tuile-là en sa possession et se fait attaquer par le monstre, ben, il va gagner un dun d'Insanity, tel qu'indiqué sur la tuile elle-même. Quand on joue solo, on n'a pas besoin de faire ça parce que c'est juste un joueur, c'est toujours évidemment le même joueur qui contrôle le deck AI. Mais donc ça, c'est une règle juste pour le multiplayer. Donc, quelle est la structure du tour de jeu pendant une phase de showdown? Ben, on va toujours commencer la phase de combat par une attaque du monstre. Fait qu'on va piger une de ses cartes AI, on va la jouer, il va attaquer quelqu'un, il va essayer à tout le moins. Généralement, il va réussir. Et ensuite, les joueurs vont jouer dans l'ordre qu'ils le veulent. Fait que les joueurs vont décider dans quel ordre ils veulent s'activer. Quand les 4 joueurs se sont activés, quand les 4 héros, les 4 survivants se sont activés, ou à tout le moins ceux qui restent, ben ensuite on va piger une nouvelle carte AI, puis on va continuer comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs soient morts ou que le monstre soit battu. Je t'ai parlé tantôt que c'est possible qu'on tombe dans une embuscade. Si on tombe dans une embuscade, c'est vraiment terrible parce que le monstre va gagner un round bonus pendant lequel les joueurs ne réagiront pas. Ce qui veut dire que le premier round, le monstre va jouer seul. Et ensuite, quand on va arriver au deuxième round, le round normal, c'est le monstre qui commence, fait qu'il va commencer son tour, puis ensuite les joueurs vont réagir. Ce qui lui donne en quelque sorte une attaque gratuite, et comme le monstre frappe fort, c'est pas le fun des attaques gratuites. Donc, le tour du monstre, on va commencer par celui-là parce que c'est lui qui joue en premier. On a construit un deck d'AI, fait que quand le monstre joue, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va piger la carte AI du monstre, et on va suivre les étapes, une à la suite de l'autre, de haut en bas. De façon générale, on va commencer par choisir une cible. Fait qu'on va tout simplement lire ce qui est juste ici, puis on va suivre les consignes qui sont ici. Dans ce cas-ci, il veut prendre le survivant qui est le plus proche de lui, qui a des bleeding tokens, l'un des nombreux jetons qu'on peut ramasser dans le jeu. S'il n'y en a pas, dans ce cas-ci, il n'y en a pas parce qu'on est au premier round, ben il va aller faire, s'il n'y a pas de cible, il va aller faire son habileté Sniff. Si on a besoin de se référer à cette habileté-là, on se rappelle qu'on a un basic action qui a été décrit juste ici, mais de l'autre côté, on a les caractéristiques de l'habileté Sniff, fait qu'on va tout simplement pouvoir les suivre. Dans ce cas-ci, il va considérer tout le monde comme étant une menace, et on précise même que si c'est un monstre de niveau 3, ce qui n'est pas le cas présentement, ben il gagnerait un bonus. Il lui mettrait un jeton plus 1 d'accuracy, ce qui lui donnerait un bonus pour pouvoir toucher tout le monde. Si on prend un autre exemple de carte pour voir la façon dont ça peut fonctionner, encore une fois, le pick target, ben on voit que des fois, on va nous donner différents choix. Fait qu'on les prend de un par un jusqu'à temps qu'on en prend un qui fonctionne. Le survivor qui est le plus proche, qui est knockdown. Knockdown, ça veut tout simplement dire que le survivant il est couché. Comme on est au premier tour de jeu, il n'y en a pas. Je passe au deuxième. Le plus proche en range. Fait que là, on va compter le nombre de cases de séparation. Fait que si lui, par exemple, il était là, ben le plus proche il est juste ici. Et fait que là, une fois que j'ai trouvé un survivor, ben là, on passera pas à la phase suivante. Fait que le pick target, il est assez simple à gérer de façon générale. Parfois, il peut y avoir des terrains qui vont venir affecter ça parce qu'il ne voit pas une cible ou parce qu'il n'est pas capable de se rendre, des trucs comme ça. Mais ça va être précisé sur les cartes qui viennent avec les terrains, les effets qu'ils ont dans ce genre de situation-là. Dans notre cas, ben disons qu'il a choisi justement la cible qui est juste ici. Donc, une fois qu'il a identifié sa cible, ben là, il va vouloir bouger et l'attaquer. Il va vouloir l'attaquer avec une vitesse de 1, une précision de 2 et 1 de dégâts. La vitesse, c'est pas sa vitesse de déplacement. Sa vitesse de déplacement, on va plutôt la retrouver sur sa carte de référence. Il est niveau 1, donc il a une vitesse de 6. Ça veut dire qu'il peut se déplacer de 6 cases. Il va toujours se déplacer d'une case à la fois. Fait qu'il va faire par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Il est rendu à portée avec le survivant, donc il est à portée pour pouvoir l'attaquer. Il a fait son déplacement. Maintenant, il va l'attaquer avec une vitesse de 1, il va viser un 2 et plus, et il va faire 1 de dégâts. La vitesse, c'est tout simplement le nombre de dés qu'il lance. Donc, il va lancer 1 dé, parce qu'il a une vitesse de 1, il y a une précision de 2, fait qu'il veut avoir 2 ou plus sur un des 10, ce qui n'est pas super difficile à réussir. Il a donc réussi son jet d'attaque. Comme il réussit son jet d'attaque, mais il va faire ses dégâts. Il va faire des dégâts de 1. Une fois qu'on a déterminé qu'il a fait des dégâts, il a réussi à faire un dégât, ben pour chaque point de dégâts qu'il fait, il va avoir déjà lancé son dé de prix de location. Où est-ce qu'il attaque? Cette fois-ci, on voit qu'il a roulé la main. Il fait donc un dégât à la main. Sur la fiche du personnage, là, on remarquera que j'ai mis la fiche ici pour des raisons évidentes. On met pas la fiche sur le plateau de jeu, mais dans mon cas, pour sauver de la place, j'ai mis la fiche là. Disons que c'est ce survivant-là. Fait que ça, c'est clairement, comme on peut le voir sur la figurine, c'est clairement LP. Donc, comme cette figurine-là s'est fait attaquer à la main, je vais aller vérifier s'il y a une armure à la main.
S'il y avait une armure juste ici, ben on baisserait la valeur qui est ici de 1. Par exemple, si je m'étais fait attaquer à la taille, mais j'aurais pas pris de dégâts, mais j'aurais effacé mon 1 pour écrire 0. Dans mon cas, je me suis fait attaquer à la main. Je n'ai pas de défense à la main, je subis donc une blessure. C'est la première blessure que je subis, c'est donc une blessure légère. Fait qu'on va aller faire un crochet sur la blessure légère. Si j'avais subi une deuxième blessure, ou si j'en subis une autre plus tard au même endroit, mais cette fois-ci, je vais subir une blessure lourde, heavy injury. Et l'un des premiers effets du heavy injury, c'est que mon personnage va être knocked down. Fait que si j'avais subi 2 blessures, s'il avait attaqué par exemple avec une vitesse de 2 puis il avait réussi à faire un dégât sur chacun de ces dés, j'aurais été immédiatement knocked down et j'aurais eu une blessure sérieuse, sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard. S'il m'avait attaqué, comme je l'ai dit, à la taille, à la place, fait que s'il avait roulé ce symbole-là à la place, j'aurais pas subi de dégâts du tout, mais il m'aurait enlevé ma protection à la taille, il m'aurait enlevé le point de défense qui me reste à la taille. Les cartes d'attaque vont parfois avoir un effet trigger qui est représenté par ce petit symbole-là et par la condition qui est juste ici. Dans ce cas, c'est facile. Après les dégâts, il y a quelque chose qui se déclenche. Fait que juste ici, ben, ils ont décrit l'effet du trigger. Ils vont me dire, par exemple, dans ce cas-ci, ben, le lion tente d'isoler sa proie. Fait qu'il va faire un move en s'éloignant de toutes les autres cibles. Puis comme il a sniffé, il considère tout le monde comme étant une cible. Et la cible subit grab. Grab, on me dit, ben, on va placer la cible knockdown en face du monstre, puis il va subir un dégât par level du monstre. Fait que lui, il va prendre son bonhomme, il va se déplacer de 6 en s'éloignant de tout le monde. Son target va se retrouver knockdown après son déplacement de 6 et il va subir un de dégâts supplémentaires. Fait que c'est vraiment une carte fatigante parce qu'il va falloir qu'on aille courir après le lion après pour pouvoir taper dessus. Fait que s'il y a des effets comme ça, puis dans ces différentes cartes, il peut y avoir plusieurs effets qui peuvent se déclencher après les dégâts, ou s'il réussit des dégâts, ou s'il réussit à faire quelque chose de particulier. Il n'y a pas toujours des effets spécifiques après les attaques, mais il peut en avoir. D'une façon ou d'une autre, une fois qu'on a résolu l'ensemble de la carte AI, on la met dans la défausse, qui est juste à côté de la pige, et on est prêt à passer au tour des joueurs. Je précise qu'il est possible que nous infligions des dégâts particuliers aux monstres qui vont être représentés par cette petite tête de mort-là. Fait qu'ici, Lost End, par exemple. Si on inflige ce type de dégâts-là, on va aller les placer juste ici. On voit qu'on peut placer 3 choses. J'ai déjà parlé des traits et des humeurs, c'est mood. Mais il y a un troisième symbole qui est la tête de mort. Quand j'ai à en placer une, ben, je vais aller le placer là. Fait que là, j'ai un Lost End qui est présentement dans les cartes du monstre. Si on pige une carte AI, c'est au monstre de jouer, et on pige une carte AI et on voit qu'il y a un mot-clé dans le bas. La première chose qu'on va faire, c'est d'aller vérifier s'il y a le même mot-clé présentement dans les cartes du monstre. C'est le cas parce que précédemment, j'ai fait un coup vraiment sale et il s'est retrouvé avec cette carte-là dans sa série de cartes qui sont présentement actives. Comme j'ai le mot-clé, ben on va laisser faire tout ce qui est sur le reste de la carte, puis on va juste aller lire ça. Grosso modo, thématiquement, ce que ça veut dire, c'est que sa patte ensanglantée qui est en train de me taper dessus, ben j'y ai arraché. J'y ai coupé la main plus tard, la patte précédemment dans le combat. Fait que quand cette carte-là va sortir, ben je vais m'être sauvé de tout ça, puis à la place, on va appliquer l'effet qui est là, fait qu'il regarde sa patte en hurlant tristement, puis on gagne différentes caractéristiques, différents bonus, mais surtout, on défausse et on ne s'occupe pas de cette carte AI-là pour se rendre là. Quand le monstre joué, ça devient aux joueurs de prendre leur tour et de faire leur activation. Là, les joueurs peuvent être dans un paquet de positions différentes, ils viennent de se faire attaquer, ils ont peut-être subi des blessures graves, etc. D'une façon ou d'une autre, quand un joueur s'active, disons cette fois-ci pour des fins de simplicité, CLP est maintenant ce personnage. Donc, je veux l'activer, ben on va regarder les caractéristiques qu'il y a sur sa fiche. Comme le monstre, les joueurs ont une valeur en déplacement. De base, on a une valeur en déplacement de 5, qui peut être modifiée par l'équipement, un paquet d'affaires. Mais de base, on a une valeur en déplacement de 5. Et au moment de notre activation, chaque joueur va avoir un mouvement et va avoir un point d'activation. Son point d'activation, généralement, ça va être pour faire une attaque. Les mouvements se font de façon orthogonale, fait que 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, ou 1, 2, 3, 4, puis je suis correct. Certaines armes vont me permettre d'attaquer plus loin. Si j'en ai une, ben on va compter la distance pour pouvoir attaquer de la même façon qu'on compte le déplacement. Fait que là, présentement, je serai à une distance de 1, 2 et 3 du lion pour pouvoir l'attaquer. Si j'ai une arme qui a une portée de 3 ou plus. Et la plupart des armes, ça va être indiqué
juste ici, ben, on va l'indiquer juste ici si l'arme a une portée, puis sinon les armes, leur caractéristique est juste en haut à gauche. J'ai d'ailleurs le petit symbole d'éclair qu'on voit juste complètement en haut à gauche, qui est mon symbole d'activation. Ça veut dire que pour pouvoir utiliser cette arme-là, je dois dépenser mon point d'activation. Et on peut avoir éventuellement différentes affaires qui sont équipées pour le même concept. Fait que le mouvement est assez simple, il peut être affecté par les cartes, encore une fois, de terrain. Ça va être écrit sur les cartes de terrain comment ça affecte le mouvement, ou des fois on peut aller se cacher. Dans ce cas-ci, justement, les herbes hautes nous permettent de nous cacher du lion. Les caractéristiques vont être écrites sur la carte. Dans tous les cas, si je me déplace, mettons comme ça ici, voyons comment ça fonctionne quand on veut faire une attaque sur un monstre. Quand on attaque un monstre, ça fonctionne sensiblement de la même façon que quand on se fait attaquer par un monstre. On va avoir une vitesse et une précision. J'ai une vitesse de 2, une précision de 7 et plus. Ça veut donc dire que je lance 2 dés et je veux avoir 7 et plus sur chacun de mes dés. Ici, c'est ma valeur en force, donc le bonus que je vais avoir quand je vais vouloir vérifier si j'ai fait des dégâts avec chacun de mes succès. Je reviens dans un instant. Commençons par mon 2, 7 et plus. Fait que je vais lancer 2 des 10. Je veux avoir des 7 et plus. Dans mon cas, j'ai réussi à avoir un succès. Disons que pour mon exemple, j'ai réussi à rouler ça. J'ai donc réussi à avoir 2 succès. Moi, je n'utiliserai pas le dé de location. À la place, je vais aller chercher une carte de hit location du deck. Pour chaque succès que j'ai eu 2 succès. Je vais donc prendre 2 cartes du hit location et je vais aller les placer devant moi. À ce moment-là, on va aller vérifier si on a réussi à faire des dégâts. Fait qu'on voit que je l'ai attaqué dans le cou et je l'ai attaqué en pleine poitrine. Fait qu'on va les prendre une par une, de gauche à droite. La valeur que je dois faire pour réussir à le blesser, j'ai réussi à le toucher là, mais ai-je réussi à y faire mal, va dépendre de son toughness. Fait qu'on voit qu'au niveau 1, il y a un toughness de 8, comme je peux le voir juste ici. Alors que dans le combat préparatoire, ce qui m'avait donné beaucoup d'espoir dans le jeu, il y a un toughness de 6. Mais là, moi, j'ai un toughness de 8. Ça veut dire que je dois rouler 8 et plus pour chacune des cartes de cible que j'ai réussi à faire. J'avais réussi à le toucher 2 fois. Je le prends un par un. J'avais parlé de la valeur de force de l'arme. Il y a une valeur de 1. Ça veut dire que j'ai plus 1 sur mon jet de dés. Donc, je dois rouler 7 plus 1, 8. J'ai réussi à y faire mal à la cible. Si on réussit à y faire mal, on va prendre les effets de la carte puis on va les prendre un par un. Dans mon cas, je n'ai pas d'effet particulier pour avoir réussi ou raté, puis je n'ai pas réussi à faire un critical wound. Fait que j'ai juste réussi à faire un dégât. Je vais le mettre de côté, je vais aller le mettre dans sa pile de blessures. Si je prends ensuite ma deuxième carte, mais je vais essayer encore une fois, j'ai besoin d'arriver à 8. Je roule 1, c'est raté de façon lamentable. Si on roule 1, évidemment, même si j'avais plus 12, ça serait raté. Et là, en plus, lui, ben là, j'ai un effet failure. Fait que si j'ai raté, je vais appliquer l'effet qui est ici. Fait qu'il peut me pousser, il peut me plaquer, il peut me prendre dans ses dents, puis me garrocher, etc. Fait qu'il peut me faire un paquet d'affaires différentes. L'autre chose qui peut arriver aussi, c'est que si je roule un 10 naturel, où se trouve-t-il? Normalement, il est ici. Fait que si je roule la lanterne qui est le 10 naturel, ben ça va déclencher un critique sur ce jet-là. Et la plupart des cartes vont avoir un effet Critical Wound qui est généralement très positif, qui peut me donner des ressources, qui peut justement aller placer une carte d'intelligence artificielle dans ses blessures à long terme, qui peut avoir un paquet d'effets très très cool. Mais ça, il faut que je roule un 10 naturel. Si j'avais roulé un 9 plus un 10, ça ne déclenche pas le critique, ça me prend un 10 naturel. Fait que dans mon cas, j'ai réussi à y faire un dégât, puis l'autre carte, j'ai eu un effet négatif parce que le lion me sautait dessus. Donc, comme je l'ai dit, une fois qu'on a résolu notre attaque, on va aller replacer ces cartes-là où elles doivent aller. Fait que la façon que ça va fonctionner, c'est que d'une façon ou d'une autre, toutes les cartes qu'on va avoir placées, on va les mettre dans la défausse, toutes les cartes qu'on va avoir jouées. Mais pour chaque carte qu'on va avoir réussi à infliger un point de dégâts, on va prendre une carte d'intelligence artificielle et sans la regarder, on va la mettre dans la pile de Wound. On vient de le blesser, il y a une carte de moins. Je précise que certaines cartes de Hit Location, comme j'en ai déjà parlé, si on réussit à faire le critique, on va nous dire que j'ai fait une blessure permanente, le Persistent Injury, duquel j'ai déjà parlé. Si jamais on a réussi à faire un critique sur une carte comme ça, c'est le seul moment où on ne replacera pas cette carte-là dans la défausse. À la place, comme je l'ai dit, on va aller le placer dans cette zone-là pour indiquer qu'à partir de maintenant, les cartes intelligence artificielle qu'on sort qui ont le même mot-clé que cette carte-là, on ne les activera pas, tout simplement. Pour les autres, on défausse nos hit location. Pour chaque dégât qu'on fait, on bouge une carte d'intelligence artificielle dans le deck qui est ici. Si jamais il y en a déjà beaucoup puis on est obligé, on va reprendre la défausse, on va le brasser puis on va en remettre une. Et si on doit en défausser une mais qu'il n'en a plus, c'est comme ça qu'on fait le coup fatal et c'est comme ça qu'on va battre
le monstre. Donc là, je viens de te faire un résumé que je qualifierais presque de grossier du système de combat. Je vais te le présenter rapidement. Je vais rajouter quelques détails parce que c'est un jeu qui a quand même beaucoup de couches de profondeur, beaucoup de choses qui peuvent se passer. On va se rajouter quand même quelques détails avant de passer à la phase de settlement. Premièrement, tes caractéristiques. Les caractéristiques comme accuracy, strength, évasion, lock, speed. C'est des caractéristiques qui peuvent être modifiées avec le temps, de façon permanente si on les écrit sur sa fiche parce qu'il s'est passé des trucs entre les aventures, on a gagné de l'expérience, des trucs comme ça, ou ils peuvent être modifiés de façon temporaire, puis là on peut avoir des jetons qui sont placés, des +1 ou -1 ou à ces différentes caractéristiques-là, sur soi, sur les différents héros ou sur le monstre. Ça se peut que le monstre soit fâché, puis il y a un +1 de damage ou un +1 d'accuracy, ainsi de suite, ou qu'il y a des bonus ou des malus en évasion. Fait qu'est-ce qu'elles font, ces caractéristiques-là? Je vais aller prendre cette petite carte-là pour qu'on s'en rappelle. On se rappelle que le premier chiffre qui est en haut ici, c'est le speed, le 2. C'est le nombre de dés que je lance. Donc, si j'ai une valeur positive en speed, c'est des dés de plus que je vais lancer à chaque fois que j'attaque. Fait que si j'ai 1 en speed, avec cette arme-là, je lance 3 dés. Accuracy, c'est ma précision. Fait que si j'ai des bonus d'accuracy, si j'ai par exemple 2 en accuracy, mais j'ai +2 à tous mes jets de dés. Fait que si, pour toucher avec cette arme-là, si j'ai un accuracy de 2, ça me prend juste 5 sur mon D10. Puis il y a d'autres armes qui vont évidemment venir se changer, s'ajouter à tout ça. Strength, ben lui, c'est ma troisième valeur. On se rappelle que si j'ai un speed de 1 puis un accuracy de 2, par exemple, ben ça veut dire que je lance 3 dés, ça me prend 5 et plus pour toucher. Si je réussis à toucher à mes 3 dés, le monstre il a 8 de toughness, je dois rouler des 7 parce que j'ai +1 de force. Mais Strength va venir s'ajouter à ça pour pouvoir faire des dégâts. Fait que si je roule, si ce monstre-là a un toughness de 8, puis j'ai 1 de force, mais avec cette arme-là, ça va me prendre juste 6 sur mon D10 pour être capable de lui infliger des dégâts. Évasion, lui, est défensif. Évasion, il va venir s'enlever aux D10 qui sont lancés par mon adversaire pour essayer de me toucher. J'ai une évasion de 1, le monstre doit rouler 2 et plus, mais il va avoir besoin de rouler 3 pour être capable de me toucher. Si j'ai une évasion qui est négative, parce que j'ai pied pris quelque part, ben c'est le contraire. C'est une valeur qui va s'ajouter au dé du monstre. La dernière de ces statistiques de base-là, Lock, la chance vient modifier ma possibilité de faire des critiques. Fait que j'ai déjà dit que ça prend 10 naturels pour faire critique. Si j'ai 1 de Lock, mais ça va me prendre 9 naturels pour faire un critique. Je précise d'ailleurs, étant donné que c'est un jeu qui a pas trop pitié de toi, que Lock il peut être négatif. Fait que si t'as -1 de Lock, ça devient impossible de faire des critiques. Yay! On te détaille le statut Knockdown, qui est un statut que tu vas avoir assez souvent. Fie-toi sur moi. Knockdown, c'est un statut que tu vas avoir quand un personnage est mis sur le côté. L'une des façons les plus simples de l'avoir, si tu cherches vraiment, c'est d'avoir une blessure lourde. Ça te fait automatiquement un effet de Knockdown. Mais tu peux avoir un monstre qui te roule dessus, un monstre qui te fait une jambette, un monstre qui te tape dessus. Les monstres ont beaucoup de façons de mettre Knockdown. Knockdown, ce qu'il faut se rappeler, c'est que tu n'es plus considéré comme une menace. Fait que si, par exemple, on me dit dans la carte d'intelligence artificielle que le monstre va cibler la menace la plus proche, mais lui n'est pas considéré comme une menace parce qu'il est knockdown. Fait qu'il va plutôt se diriger vers le joueur en jaune. Et le knockdown va durer naturellement jusqu'à la fin de la prochaine phase d'activation du monstre. Fait que si le monstre me met knockdown pendant son tour à lui, il va finir son tour, les joueurs vont jouer, le monstre va rejouer, va aller frapper un autre joueur, peut-être le mettre knockdown lui aussi, et à la fin de cette phase-là, moi je vais me relever, je ne serai plus knockdown. Il y a une autre façon d'enlever le knockdown qui vient des points de survival sur laquelle j'arrive immédiatement. Chaque joueur va avoir des points de survival. En début de campagne, ils vont en avoir juste un, puis au fur et à mesure que le settlement, le campement devient de plus en plus gros, ils peuvent en avoir d'autres qui s'accumulent, puis c'est des choses qu'on garde d'une partie à l'autre. Il y a plein de façons d'en gagner. Et il va y avoir différentes façons de les dépenser. De base, comme on le voit, on a toujours le dodge. Dodge, c'est quand je me fais attaquer, je peux dépenser un point de survival pour éviter l'attaque. Le monstre me touchait une fois, ça y prend 2 pour me toucher, donc il me touchait avec la carte qu'on a vue tantôt. Je peux dire, je dépense mon point de survival, j'évite son coup, il me fait pas de dégâts. Tout simplement. Mais au fur et à mesure que la campagne va avancer, on va débloquer d'autres utilités pour survival. Par exemple, une fois qu'on a débloqué Anchorage, ben, si j'ai un personnage qui est knockdown et j'ai un point de survival, si je suis à côté, je peux dépenser mon point de survival pour le relever immédiatement, ce qui va lui permettre de réagir, d'interagir avec le monstre plus rapidement. Je vais te laisser découvrir les autres. Surge, Dash, Endure. Tu dois avoir une petite idée déjà de ce qu'ils vont faire, mais une chose que je vais te préciser, c'est que sur les cartes d'initiative du monstre, quand tu vois la ligne avec la flèche comme ça, c'est que ça te donne l'opportunité à ce moment-là de dépenser
un point de survival si tu en as pour faire, par exemple, un dash. Je te laisse imaginer ce que ça peut faire. Et à chaque fois qu'il y a une ligne, c'est un endroit où les survivants peuvent dépenser un point de survival pour faire l'une de leurs actions de survival parmi les 5 que tu vas découvrir au fur et à mesure que la campagne. Quelqu'un peut tomber, je peux le relever tout de suite parce que j'ai une occasion de réagir, ou je peux faire un dash pour me tasser, évitant un truc. C'est une manipulation qui est assez importante dans les combats, d'être capable de bien utiliser ces points de survival qu'on va avoir. Puis on va en avoir de plus en plus au fur et à mesure que la campagne avance. Prochain détail, les blessures. J'ai déjà dit comment ça fonctionne. Quand tu prends un point de dégâts ou plusieurs, la première chose que tu fais, c'est que tu élimines les armures que tu as à cet endroit-là. Disons que j'ai un super casque, j'ai 2 d'armure qui est dans le cas ici, et le monstre me frappe pour 4 à la tête. Comme il me frappe pour 4, les 2 premiers points, j'efface mon armure. Mon 3e point, on voit que je vais aller cocher, puis à la tête, c'est plus sensible, je peux pas avoir de blessure légère, ça me fait automatiquement une blessure lourde. Comme j'ai eu un point de dégâts lourd, en plus, je suis knockdown. Si j'étais sur le plateau de jeu, je me couche, me reposant sur le sol le temps que ma tête se replace. Et là, on a vu que dans l'exemple que je viens de donner, j'ai un point qui passe au-delà de la blessure lourde. Ça serait exactement la même chose si plus tard dans la partie, comme dans mon exemple tantôt, j'avais subi une blessure lourde au bras. Là, je suis relativement correct. Puis plus tard, dans la même bataille, le lion me réattaque au bras, puis il me fait encore un autre point de dégâts que je bloque pas. Ça me fait un autre dégât, mais là, je suis déjà en dégâts lourds. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Pour chaque point de dégâts qui passe au-delà d'une blessure lourde, on a une blessure sévère, une blessure critique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le lieu où j'en ai. Dans mon cas, prenons mon exemple de la tête, et on va rouler un des 10. J'ai roulé 9. 9, mâchoire fracturée, je peux plus consommer rien. Maintenant, je peux manger juste avec une paille. Tous les événements où je consomme, boire des potions, manger des trucs, je peux plus. Et je ne peux plus faire l'action Anchorage, mon action justement où je peux dépenser des points de survival. Je vais gagner un jeton de bleeding et cette blessure-là, elle est permanente. Donc, on va prendre LP ici. J'ai bien des places pour écrire des choses qui sont négatives, puis tu as tout l'autre bord qui est blanc si jamais tu veux t'en rajouter. Je vais écrire ici Fractured Jaw. Je peux m'écrire les caractéristiques. Là, je ne peux plus faire l'action. Je ne peux plus rien faire que le mot-clé Consume. Et je peux me barrer de façon permanente avec un beau stylo le Anchorage, parce que ça, je le ferai plus jamais, étant donné que j'ai la mâchoire pétée. Comme on peut le constater, c'est toujours fort agréable de rouler sur cette piste-là. Et je précise, on roule une fois par point de dégâts qui passe. On a vu que j'avais déjà 2 blessures lourdes au bras. Le monstre me réattaque, il me réussit à faire 3 de dégâts. Je roule mes 3 fois, 1 pour chaque fois. C'est pas si pire, il se passe pas grand-chose. Je meurs et en plus, je saigne atrocement. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment agréable. Il y a d'ailleurs beaucoup d'effets qui vont me demander de prendre des bleeding tokens. Il y a même un effet qui dit que si tu as une blessure si tu gagnes une blessure que tu as déjà à la place, tu gagnes un bleeding token. Par exemple, si je me répète la mâchoire une 2e fois, à la place, je gagne un bleeding token. C'est des choses qu'on garde. Et si on a 5 bleeding tokens, notre survivant va mourir. C'est une chose qui va arriver quand même avec une certaine fréquence. Quand il y a un showdown qui se termine, donc on a combattu un monstre, idéalement qu'on a gagné notre combat, on arrive à la dernière phase du jeu, qui est la phase de colonie, la phase settlement. La première chose qu'on va avoir à faire quand on arrive dans cette phase-là, c'est dans cette phase-là d'ailleurs qu'on va utiliser nos ressources, gagner des nouveaux trucs, créer du nouvel équipement, des nouveaux lieux, tout ça. La première chose qu'on va avoir à faire, c'est évidemment de l'installer. On va avoir, là, normalement, on a nos 4 fiches. Là, j'en ai juste une pour faire l'exemple. On garde notre fiche de personnage. On va avoir cette fiche-là aussi. En arrivant immédiatement à la phase de settlement, on va guérir toutes les blessures qu'on peut avoir eues. On va garder si on a des trucs qui sont permanents, mais les blessures lourdes, les blessures légères, on va tout guérir ça. L'insanity, le survival, si on en a dépensé, on ne les regagne pas naturellement. Il faut qu'ils reviennent avec des effets de jeu. Mais pour les blessures, ça s'en va. On va avoir donc installé une espèce de plateau comme ça, qui est notre plateau de settlement. Sur ce plateau-là, ou près de ce plateau-là, on va avoir un gros deck d'événements de settlement à placer. On va avoir nos innovations qui sont de côté, qui sont en quelque sorte les découvertes qu'on peut faire. On va avoir ici les innovations qu'on possède déjà. En début de partie, on va te demander d'aller chercher l'innovation langage. Et quand on place l'innovation langage pour la première fois, puis ça va être la même chose pour toutes les autres innovations, on a une place dans le bas de la carte où on dit va créer ton deck d'innovation en mettant toutes les conséquences de l'innovation langage. Ce qu'on veut dire par les conséquences, c'est qu'on va aller chercher toutes les cartes dans ce gros deck-là qui ont en dessous du nom
Language Consequence. Donc, toutes ces cartes qui ont ce mot-clé-là, on va aller les mettre là, on va aller les brasser. Puis une fois qu'on les a brassés, on va aller former notre deck d'innovation qu'on peut aller placer juste ici. Au fur et à mesure que la campagne va avancer, on va avoir des cartes qui sont tirées du deck d'innovation, mais qui ont le mot-clé principe. Fait qu'on va aller les placer sur le plateau là si on en a. On va avoir des lieux dans notre location, dans notre settlement. Fait qu'on va avoir différents lieux qu'on va aller placer ici. Puis on a un petit aide-mémoire ici pour se rappeler les différentes étapes qu'on va avoir à faire dans le settlement phase. Donc, quelles sont les étapes à suivre? On va tout simplement suivre ce qui est juste ici. Fait que 1, 2, 3, on installe le settlement, ça je l'ai déjà fait. Nos survivants reviennent à la colonie, ça aussi on l'a déjà fait. Comme je l'ai dit, on efface les blessures, c'est pas mal ça que ça veut dire, les survivants qui reviennent à la colonie. Et on va gagner des Endeavors. Les Endeavors, c'est le nombre d'actions qu'on va avoir, grosso modo, dans la phase de développement. Chaque survivant qui revient et qui est encore vivant, du dernier combat, va me donner un Endeavors. Dans notre cas, par exemple, disons qu'après notre premier combat contre le lion, les 4 survivants ont survécu. Ça me donnerait 4 Endeavors. S'il y en avait eu juste 2, ça m'en aurait donné 2. Ensuite, on arrive à la phase où on va avoir à updater le timeline. Pour updater le timeline, la première chose qu'on va faire, c'est que de notre deck d'événements, pour commencer, on va commencer par piger une carte d'événement. La première qu'on va piger, puis tu vas l'avoir dans ta mise en place initiale, on va toujours te demander de piger l'événement First Day, qui fait un peu ta mise en place de la colonie pour la première fois. Mais dans les phases suivantes, tu fais juste brasser ce deck-là, tu piges une carte et tu suis les règles de la carte. Parfois, ça demande un jet, comme on le voit là, fait que là, on va lancer un des 10, puis on va appliquer l'effet. Parfois, ça va me demander d'aller placer quelque chose ailleurs sur cette espèce de plateau-là pour me rappeler qu'il y a un événement qui se passe à tel moment. Parfois, ça va me demander de prendre des choses en note sur mon timeline. D'une façon ou d'une autre, après avoir fait ça, on va aller cocher la case qu'on vient de faire. Je viens de passer ma première année. Si on me demande d'aller écrire des choses dans le timeline, si on me dit écrire quelque chose dans 3 ans, ben c'est là-dessus que je vais aller écrire. Je vais rajouter 3 lignes, puis je vais écrire ce qu'on m'a demandé d'écrire. Il peut y avoir une maladie qui se déclenche, puis on me dit dans la prochaine phase de Survivors, dans la prochaine phase de Settlement, va réécrire le mot-clé Plague parce que la maladie n'est pas encore réglée, puis je vais avoir à relire autre chose. Fait que update le timeline, c'est ça qu'on va faire. On pige une carte événement, on le résout, on coche la première case ici pour indiquer qu'on a avancé d'un an dans notre phase de colonie. Ensuite, on va updater, on va mettre à jour le nombre de morts qu'on a. On va aller les cocher juste ici à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt. La première fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, on va justement avoir un événement à aller lire juste ici qui s'appelle Principal Vet. Toutes les Principles, ce sont des événements qu'on va aller lire dans le livre principal. On va généralement nous donner un choix et selon le choix qu'on fait, on va justement aller chercher une carte Principal qu'on va aller placer sur notre plateau de colonie puis qui va rester puis qui va avoir des influences. L'une des influences qu'il peut avoir d'ailleurs, c'est de monter la limite de survival qu'on peut avoir dans notre colonie. Comme on voit que la carte que j'avais avait +1, fait qu'à ma colonne ici, je pourrais avoir une limite de 2 survival maintenant, puis tous mes survivants pourraient cumuler jusqu'à 2 points de survival. C'est différents effets de jeu qui vont me les donner. Ils ne reviennent pas naturellement. Je précise également à ce stade que si jamais je n'ai plus aucun survivant, on va avoir une place pour noter on a combien présentement en population, puis tous les survivants qu'on a nommés. Si la population arrive à 0, on va aller lire également un événement qui s'appelle Game Over. On se doute que l'événement n'est pas très positif. Quand ça s'est fait, on va aller voir si on a des événements spéciaux. Les événements spéciaux, c'est est-ce qu'on a des événements, donc le petit livre ou le petit combat spécial qui est indiqué, qui est précisé à l'année où on se trouve. Dans le cas, c'est mon cas. Comme je l'ai déjà dit, à chaque fois que j'ai un événement comme ça, avec le petit livre, je vais aller chercher dans mon livre principal l'événement qui a le même nom que là. On a un chapitre qui s'appelle Story Event. Et on va aller résoudre l'événement en prenant toutes les paragraphes, toutes les colonnes, une par une. Dans ce cas-ci, on le voit, c'est des choses que j'ai déjà dit. C'est mes premières innovations, mon premier settlement. Ainsi de suite, on va m'indiquer, vu que c'est mon premier événement, les choses que je dois aller placer. Mais à partir de là, à chaque fois je vais avoir un événement à aller lire. Je vais aller chercher le mot-clé qui est juste ici. Puis je vais aller pouvoir lire cet événement-là et résoudre selon ce qui est demandé sur le tableau. Si jamais on a un événement qui est plutôt un Showdown Encounter, ben là, ça indique que je vais avoir un combat spécial qui est à faire.
Donc, si on a un showdown spécial, comme on voit ici, on a ce qu'on appelle un Nemesis Encounter. La 4e année, tu vas rencontrer le Butcher niveau 1. Ben, tu vas aller faire ta mise en place. Tu mets une pause sur ce que tu es en train de faire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Tu vas faire ta mise en place normalement. Tu suis les instructions de la mise en place spécifique. On te dit Nemesis Encounter, tu ne feras pas un Hunt Phase, par exemple. Tu t'en vas directement au showdown parce que c'est lui qui vient dans notre village. Tu fais ce showdown-là. Et on t'as même une section ici à la fin du Settlement Phase où on te précise que quand il y a un spécial showdown, après le special showdown, tu reviens à la phase 5 où tu vas updater ton death count. Fait que tu ne recomptes pas tes Returning Survivor, Endeavor, c'est déjà tout fait. Tu reviens à la phase 5 et tu continues normalement. Fait que tu es encore dans la même année. Fait que les Nemesis vont te rajouter des combats avant que tu puisses faire une phase de développement. Mais les Nemesis, c'est juste de temps en temps. La plupart du temps, tu vas juste avoir à faire un événement particulier, plus ton événement que tu piges au hasard. Et ensuite, avec ton nombre de Endeavors, donc ton nombre d'actions, tu vas rentrer dans la phase de développement, qui est peut-être la phase la plus importante du Settlement Phase. La phase de développement, c'est que tu vas prendre tes actions, les Endeavors, pour accomplir différentes actions pour améliorer le Settlement. Et les actions que tu peux prendre, tu vas les voir représentées par cette icône-là. Tu le vois ici, j'ai 3 icônes de Build et j'ai un icône ici, Innovate, qui peut me permettre d'aller chercher différentes innovations. Fait qu'on peut innover également. Quand on dépense les Endeavors, on le fait de façon collaborative. On fait tout simplement ce qui est écrit juste à côté. Plus la campagne va avancer, plus on va avoir d'options. C'est tout à fait possible éventuellement qu'avec nos innovations, on ait également des icônes pour pouvoir prendre des actions juste à côté de nos cartes innovation, de nos cartes principes. Mais par exemple, si je dis, ben moi je veux construire le Bonesmith, qui est un nouveau locations, ben je vais prendre tout simplement un Endeavor pour le faire. Et après l'avoir fait, je vais pouvoir ajouter le Bonesmith comme nouveau location, comme nouveau lieu. On voit que le Bonesmith, lui aussi, une fois que je l'ai, je peux rajouter ce qui s'appelle le Weapon Crafter si je prends une action. Cette fois-ci, je dois dépenser 3 bones, un hide par exemple, si je veux faire ça. Bone et hide, c'est justement les ressources que je vais avoir gagnées pendant mes combats. Ils ont des mots-clés. En dessous, mon Lion Claw, par exemple, pourrait compter comme bone. Fait que si j'ai un bone et j'ai 3 cartes qui ont le mot-clé hide, par exemple White Fewer ou autre, Curious Hand, c'est également considéré comme hide. Si j'avais suffisamment de ressources, mais je pourrais prendre un deuxième Endeavor puis dire, tiens, je vais me rajouter le Weapon Crafter dans mes locations. Le Weapon Crafter, lui aussi, il m'ouvre une action spéciale dans le bas. Puis les autres bâtiments vont fonctionner de la même façon. Le Skillery, le Organ Grinder fonctionnent exactement de la même façon. Ces bâtiments-là, à quoi ils vont servir? Ben, on voit qu'ils vont me donner accès à du nouvel équipement. Fait que par exemple, ici, le Bonesmith, si je peux dépenser un Bones pour me faire une arme qui s'appelle le Bone Dagger. Je peux dépenser un Bone, un organe pour me faire une hache en os, ainsi de suite. Puis avec l'autre, le Weapon Crafter, je peux me faire davantage de trucs. Parfois, j'ai des restrictions. On me dit je dois avoir l'innovation Ammonia pour pouvoir faire le Bone Pickaxe. Même chose pour le Bone Sickle. Lui, je vais avoir d'autres restrictions qui sont demandées, qui sont spécifiques. Chaque lieu a des séries de cartes qui lui correspondent. Fait qu'on voit ici toutes les cartes qui sont dans ce séparateur-là. C'est justement toutes les cartes qui sont du Bonesmith. Fait que si je construis l'un des objets qui est demandé, ben, on va le retrouver dans ce paquet de cartes-là. Par exemple, si je construis le Bone Axe, ben, je vais pouvoir l'équiper à un de mes survivants. C'est une arme de mêlée, il y a ses règles spéciales. Il lance 2 dés, ça prend CC+, il va me donner plus 3 sur mes jets pour calculer les dégâts, ainsi de suite. Et chaque objet, comme on s'en doute, va interagir différemment. Si j'ai des objets qui me donnent des armures, ben, quand je vais préparer mes survivants pour la prochaine phase de hunt, le prochain combat, puis je l'équipe avec ça, ça va pouvoir lui donner une meilleure armure s'il se fait frapper à ces endroits-là. Ça me permet d'ailleurs de préciser, on voit que la plupart des équipements, ils ont des espèces de petits codes de couleurs sur le côté des cartes. On n'a pas ça avec les premières cartes qu'on va avoir, mais éventuellement, on va en avoir d'autres. À quoi servent ces petits codes de couleurs-là? Ben, ils vont me débloquer différents bonus si plus tard dans la partie, par exemple, j'ai cette carte-là. On me dit que, bon, j'ai les habiletés de base de la carte, mais je vais gagner une habileté spéciale si j'ai 3 connexions rouges présentement sur mon plateau. Fait qu'on voit que j'ai une connexion rouge ici, une connexion rouge là, une autre connexion rouge là, fait que ça fonctionne. Je vais donc utiliser le bonus secondaire de l'arme.
Parfois, le bonus, il va être écrit un petit peu différemment. Il va être écrit avec des morceaux de casse-tête, comme celui-là, par exemple. Ça indique que je gagne donc 2 d'armure, puis je vais avoir un +1 de mouvement si j'ai 2 connexions, mais qui sont faites directement sur cette carte-là. Fait que si j'étais comme ça ici, on voit qu'il y a sa connexion-là, sa connexion-là. Les 2 connexions sont faites à partir de cette carte-là. Mais si j'étais comme ça, lui fonctionnerait encore parce qu'il y a 3 connexions sur le plateau, mais lui ne fonctionnerait pas parce qu'il n'y a pas de 2 connexions qui sont faites à partir de sa carte à lui. Fait qu'au fur et à mesure qu'on va découvrir des nouveaux objets, des nouveaux lieux, qu'on va pouvoir aller chercher des nouveaux objets, puis il y a beaucoup d'objets qu'on va trouver pendant nos aventures aussi avec les différents événements, puis en tapant sur des monstres, puis en trouvant des trucs, mais on va pouvoir toujours mettre à jour sa grille d'équipement, puis potentiellement débloquer des nouveaux bonus. Une autre action qu'on peut faire qui est très importante, c'est l'action d'innover. Une fois par phase de settlement, on peut dépenser les 4 ressources qui sont demandées, fait qu'un Endeavor puis un de chaque type de ressources de base, Bone, Organ puis Hide, pour aller dans notre deck d'innovation. Le deck d'innovation, on se rappelle, on l'a déjà préparé. Quand on va dans le deck d'innovation, on va piger les 2 premières cartes. Ça va nous donner différents choix. J'ai Hovel puis j'ai Drums. On en choisit une des 2. L'autre, elle va retourner dans le deck d'innovation qu'on va brasser et cette carte-là se rajoute à nos innovations. Ça va nous donner différents bonus, différentes améliorations. Par exemple, celle-là, on voit ici que ça me donne une nouvelle action, une nouvelle Endeavor qu'on peut faire pour tous les groupes. Fait que chaque joueur pourrait prendre son action puis aller faire l'un des trucs qui est ici. Quand on rajoute des innovations comme ça, on va aussi nous demander d'ajouter des conséquences. Les conséquences, c'est les prochaines innovations qu'on va pouvoir se rajouter dans notre deck de cartes. Fait qu'on va aller chercher dans ce deck-là, puis on va aller chercher toutes les cartes qui ont ce mot-clé-là comme conséquence. Fait que Drums, Consequence, j'en ai une ici, j'en ai 2. Fait qu'on va aller chercher dans tout le deck pour être sûr qu'on les prend toutes. On prend ces cartes-là. Et on va aller brasser ça dans notre deck de cartes innovation avec la carte qu'on va avoir défaussée. Fait que plus on avance, plus on trouve des innovations, parce que plus on va avoir des cartes qu'on peut trouver. Toutes les cartes vont nous demander d'ajouter des nouvelles conséquences. Fait que ça nous fait une espèce d'arbre technologique qu'on va développer au fur et à mesure qu'on avance dans notre colonie. Quand tous les points d'Endeavor sont dépensés, ben on a fini notre phase de settlement de colonie en tant que tel. Fait qu'on va préparer les survivants qui vont partir à l'aventure pour le prochain combat. De la façon dont on va les préparer, c'est on se rappelle qu'on a déjà effacé toutes les blessures. Dans les boucliers qui sont ici, à part Insanity qui se gagne différemment, mais dans les autres boucliers qui sont ici, on va aller ajuster en fonction des armures qu'on a présentement sur notre inventaire. Fait que par exemple, si j'ai gagné cette carte-là, ben, je vais aller m'écrire un 2 d'armure vis-à-vis les jambes, puis je vais faire la même chose. Fait que si on le réinitialise au début de chaque combat, on peut s'échanger notre équipement. On peut décider qu'on drop de l'équipement, qu'on en prend de nouveau. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais quand on fait notre préparation, on réajuste nos valeurs d'armure. Ensuite, on va enregistrer tous les progrès qu'on a fait. Donc, si on a débloqué des nouveaux locations et settlements, on va pouvoir les cocher. Les innovations, on va pouvoir les écrire là. Si on a développé des nouveaux principes, on va pouvoir les cocher également. Si on a atteint certains milestones, même affaire. Et important, pour nos ressources puis nos équipements qu'on n'utilise pas, qui nous restent, on ne gardera pas les cartes, on va les écrire ici. Fait que s'il me reste 3 aides, 2 os, etc., je vais l'écrire puis je vais retourner leurs cartes à leurs différents decks. Fait que si j'avais des ressources spéciales, par exemple, du deck du White Lion, puis qu'il me restait ça qu'on n'a pas dépensé, ben je vais pouvoir me dire j'ai un Eye of the Cat, j'ai un White Fear, un Golden Whiskers, qui sont Hide, Organ respectivement. Puis ça, ensuite, on va les remettre dans ce deck-là pour que dans la prochaine fois que je vais me battre contre le White Lion, j'ai autant de chances de les piger si j'ai à piger les ressources. Même chose pour nos équipements, on n'est pas besoin de garder toutes les cartes à part. Les équipements qu'on n'utilise pas, on peut juste les écrire ici si on a des ressources spéciales, des trucs comme ça. Ça, c'est une affaire qui va venir plus tard. Si j'ai des notes à faire, je vais écrire ça là. Fait qu'on garde tout ça en mémoire. Et quand tout ça c'est fait, ben, on met officiellement fin à notre phase de colonie. Puis on peut se diriger vers notre prochaine phase de Hunt, où on va choisir un quarry, et on recommence, on fait la phase de Hunt, on s'en va vers la phase de Showdown, on revient à une autre phase de colonie. Donc voilà, c'était Kingdom Death Monster, comme tu le vois, c'est une toute petite boîte. J'espère que ça t'a donné une bonne idée de qu'est-ce que le jeu. Je précise que je n'ai pas couvert toutes les règles. Il y a beaucoup de petites choses desquelles je n'ai pas parlé, fait que je vais résumer 2-3 petites choses ici sans rentrer dans le détail des règles, mais c'est un jeu qui a tellement de règles, de composantes puis de possibilités qui vont se mêler entre elles que c'était difficile de toutes les résumer sans te gâcher un peu le plaisir de découvrir certaines choses par toi-même.
Donc, j'ai nommé rapidement que tes héros vont développer des compétences particulières dans les combats. Fait que sur tes petites fiches qui sont comme ceci, puis tu as un pad là, qui vient avec, là, tu en as en masse pour jouer. Fait que sur tes petites fiches là, tu vas développer éventuellement des weapon proficiency. Souvent dans tes récompenses de combat, je l'ai dit à la fin du showdown, tu vas avoir un plus 1 proficiency, mais tu vas l'avoir juste une fois qu'il y a un certain élément qui a été déclenché. Puis ces compétences-là d'armes, avant le combat, il va falloir que tu te dises, ben moi je prends une hache, fait que j'écris sur ma fiche hache. Puis si j'ai réussi à faire un dégât avec ma hache pendant le combat, ben, puis qu'à la fin on me donne une récompense de proficiency, ben je vais monter de 1 sur ce petit tableau-là, qui est juste ici. À chaque fois que tu arrives à l'une des cases noires, tu vas débloquer un bonus, tu deviens un spécialiste puis un maître éventuellement. Et tu vas aller chercher des cartes de combat qui vont te donner divers bonus par rapport à ça. Les cartes sont elles-mêmes assez explicites là, sur ce qu'elles font dans ce temps-là, fait que c'est assez simple. Même chose pour le courage, l'understanding, c'est deux autres ressources, entre guillemets, ou statistiques qui peuvent augmenter. Puis ces statistiques-là vont te faire aller lire divers événements au fur et à mesure que tu progresses. Même principe, tu as des espèces de petites tables ici, puis quand on te dit que tu gagnes du courage, ben, tu montes, puis quand tu arrives à une case noire, tu coches et tu vas aller lire un événement, il y a Bold et ensuite See the Truth, puis ça va te donner différents bonus aussi quand tu atteins ces divers bonus-là. Tu as tu as un gros deck de cartes de Fighting Arts, tu as un gros deck de cartes de Disorders, fait que c'est d'autres choses, d'autres bonus ou malus que tu peux aller chercher selon la façon dont ça se dessine devant toi, les événements que tu croises, les conséquences que tu as à tes combats. Fait que les Fighting Arts, encore une fois, c'est que tu vas avoir différents événements. Ça peut être via les principes, ça peut être après avoir affronté un monstre, ça peut être après un événement en particulier. Ou on va te dire d'aller chercher une carte de Fighting Art qui va te donner divers bonus aussi une fois que tu vas l'avoir. Généralement, il y a certains de ces trucs-là qui vont se ramasser dans tes innovations, puis que les autres joueurs, s'ils atteignent certains statuts, vont pouvoir aller les chercher également. Disorders, ce sont des désavantages permanents que tu vas aller chercher. Il peut y avoir des façons avec les buildings de les enlever éventuellement, mais de façon générale, c'est permanent. Fait que c'est généralement tous des trucs qui ont rapport avec des troubles mentaux, fait que de l'anxiété, la peur de quelque chose, la phobie, devrait être 17 affaires différentes que tu peux développer. On a aussi, tu as vu que dans les récompenses, tu gagnes de l'expérience de chasse Hunt XP. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que tu vas progresser sur la petite piste qui est complètement en haut à droite de ta fiche. Et à toutes les X nombres de cases, ton personnage va vieillir, va gagner de l'expérience, il va vieillir à quelques reprises. Puis éventuellement, il va finir par se retirer quand tu arrives au bout de la piste. Fait que ton personnage est de plus en plus puissant, va chercher de plus en plus de bonus, de spécialités de combat, etc. Mais éventuellement, il se retire, puis sa carrière est terminée, puis il faut en prendre un autre personnage. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé dans les explications, mais tu vas avoir plus de survivants que de personnages joués en tant que tel. L'idée, c'est vraiment qu'il va toujours avoir une rotation dans tes personnages. Il y en a un qui va être blessé suite à un événement, puis il ne pourra pas participer à la prochaine chasse. Il va falloir choisir un autre survivant pour le remplacer. Fait que c'est pas le genre de jeu que tu vas dire ça c'est mon bonhomme à moi puis je progresse juste avec lui. L'important c'est vraiment la colonie dans le jeu. C'est là-dessus que l'accent est mis. Fait que les survivants vont mourir, ils vont changer, ils vont développer des compétences puis des talents que d'autres survivants après eux vont pouvoir utiliser également. Mais c'est pas le genre de jeu que tu dis mais moi je fais toute la campagne avec mon bonhomme à moi ou avec mon groupe de 4 puis c'est terrible quand il y en a un qui meurt. Ça reste terrible quand il y en a un qui meurt, mais ça va être terrible souvent et ça meurt assez souvent dans le jeu. Donc, ces petits détails-là étant passés, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Je vais tout de suite te dire, parce que j'en ai plusieurs qui me l'ont déjà demandé quand ils ont su que je faisais ça, de le comparer avec Aeon Trespass. C'est évidemment quelque chose que je vais faire, mais plus à la fin. Fait que attends, si c'est ça que tu attendais, puis je vais le mettre dans les timestamps en bas. D'abord, je commence toujours avec les composantes, fait que Kingdom Death Monster, les composantes, j'ai pas grand chose de négatif à dire, c'est vraiment des composantes solides. Je tiens à préciser que dans mon cas à moi, j'ai pu jouer à Kingdom Death Monster grâce à un de nos fans qui m'a prêté le jeu. Je te remercie Gabriel. Pendant une longue période de temps, ce qui m'a permis de jouer en masse puis d'avancer beaucoup dans la campagne, que je n'ai pas terminé, soit dit en passant, je te fais une critique sans l'avoir joué au complet, mais j'en ai joué pas mal. Puis j'ai une version un peu de luxifiée du jeu. Je t'ai montré juste des composantes de base, mais comme tu l'as peut-être remarqué,
J'ai je pense que c'est Folded ou je me rappelle plus, Folded Space. Folded, c'est une autre affaire. C'est Folded Space, je pense, l'insert qu'il y a. Fait que tout est vraiment classé de façon assez extraordinaire à l'intérieur de la boîte de jeu. J'ai aucune idée l'insert normal, il ressemble à quoi. Fait que juste à garder ça en tête au niveau du placement, parce que peut-être que tu as comme complainte qu'il y a des cartes partout, puis c'est difficile à classer. Je sais pas comment c'est classé dans la boîte de base. Moi, c'est vraiment très bien classé avec des petits séparateurs, etc. Donc, composantes, les dés, pas grand chose à dire, c'est des dés assez classiques. Les cartes, j'aime bien le format des cartes, là, c'est des petits formats européens pour les cartes normales, puis des petits formats carrés pour les petites cartes d'équipement. J'aime le look beaucoup du jeu et des cartes de façon générale. C'est un look minimaliste, sombre, glauque, qui est intéressant. J'ai 2-3 petits bémols sur lesquels je vais revenir dans le look, mais j'aime bien le look des cartes, les icônes, c'est clair. Je suis pas un fan de l'aspect RPG du maintien de ta fiche. Là. Je suis pas un fan au début de chacun des combats d'effacer, puis je sais bien que je peux le faire avec des jetons, etc. Là, mais d'effacer mes valeurs en armure au fur et à mesure que je me tape, de faire des crochets quand je subis des blessures. Étant donné que je voulais en faire une vraie revue, la version que j'ai, il y a imprimé des espèces de tokens en plastique, puis des grands plateaux pour permettre une expérience plus facile, mais j'ai voulu jouer de la façon normale, entre guillemets, là, quand on ouvre la boîte. Puis je suis pas un fan de cocher puis d'écrire pendant la partie qu'est-ce qui se passe dans mes trucs. J'aurais aimé qu'il y ait davantage de jetons pour gérer ça d'une certaine façon, mais c'est pas la fin du monde. S'il y a une chose peut-être qui mérite vraiment au niveau des composantes, c'est ce manuel-là, qui est l'espèce de manuel de règles, mais également manuel de scénario, manuel de mise en place, manuel de table de référence, etc. Parce que tu passes ton temps, en tout cas quand tu apprends à jouer, tu passes ton temps à faire des allers-retours là-dedans. J'aurais aimé que ce qui est scénario soit séparé de ce qui est règles pour que je puisse avoir mon livre de règles ouvert avec la mise en place du showdown, puis que je puisse aller ouvrir mon showdown à côté plutôt que de faire des allers-retours toujours dans les 2 pages. Puis, même chose pour les événements, là-dedans, tu as vraiment un chapitre de règles, tu as un chapitre qui est bien fait avec un code de couleur. Là, pour l'écriture des règles, j'ai rien à dire, c'est bien fait. Mais tu as un chapitre sur le showdown, un chapitre sur les terrains, un chapitre sur les personnages, les monstres, comment ça marche. Après, tu as tout un gros chapitre sur les différentes phases de jeu, Settlement, Hunt, Showdown. Après, tu as les tableaux avec les événements aléatoires. Fait qu'il faut que tu ailles ouvrir ça quand tu as un événement aléatoire pendant la chasse. Après, tu as les tableaux avec les traumas puis les blessures graves. Fait que si pendant le showdown, j'ai reçu une blessure, ben, je m'en vais ouvrir la page à la bonne place puis je jette un tableau, je jette un dé là-dessus. Après, j'ai tous les événements que je vais croiser pendant mon Settlement Phase. Les événements particuliers sont tous là. Tous les showdowns sont à la fin. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires différentes dans le même livre. J'aurais aimé avoir peut-être une table de référence avec un petit 2 pages que j'ouvre où j'ai mes 100 événements aléatoires. J'aurais aimé avoir que mes showdowns, ça soit des cartes peut-être sur le côté avec des cartes un peu plus grosses qui vont me permettre de faire une mise en place plus rapide. Il y a des petites affaires comme ça qui m'achalent. C'est relativement mineur. Mais le livre d'instruction, il est bien fait, mais il y a comme trop d'affaires paquetées. J'aime mieux de la mode plus récente de certains autres jeux, de séparer ça dans différents livrets, fait que ça me permet de sortir ce que j'ai de besoin, pas toujours faire référence à ce gros livre-là à chaque fois que j'en ai besoin. Sinon, au niveau des composantes, ben, tout ce qui est jetons, tokens, j'aime bien, c'est bien fait, c'est solide, puis j'aime bien le visuel qu'il y a dessus, comme je disais, l'espèce d'aspect minimaliste et glauque en même temps. Il y a un aspect, faut que tu sois au courant, là, il y a un aspect extrêmement gore, extrêmement violent, puis extrêmement over-sexualisé des images, puis des choses que tu vas voir. L'aspect over-sexualisé, j'aime un peu moins, mais l'aspect gore violent, ça fait partie de l'univers qu'on t'offre, fait que faut que tu quand même sois au courant que c'est pas un jeu 12 ans et plus. C'est un jeu, je sais pas il est affiché combien, là, mais j'assume qu'il est 18 ans et plus, mais c'est extrêmement déprimant, en quelque sorte, extrêmement noir, extrêmement glauque, extrêmement sombre, extrêmement violent. Fait qu'il faut quand même que tu gardes ça en tête dans le visuel du jeu. C'est quelque chose d'important dans entre guillemets, même dans la narration du jeu. Ça fait partie de l'univers dans lequel tu embarques. Maintenant, au niveau mécanique. Si je vais le découper un peu phase par phase, là, fait que je vais vraiment y aller dans les différentes phases. La phase de hunt, la phase de chasse, personnellement, elle me laisse un peu indifférent.
Je trouve ça parfois long pour rien, puis je la trouve extrêmement aléatoire, parce que là, je vais placer différentes cartes événements. La plupart de ces cartes événements-là, c'est des événements qui sont tirés sur un tableau à 1%, là, fait qu'il y a 100 événements différents. Je comprends que c'est super bien au niveau de la rejouabilité, parce que je vais faire 100 hunts différents, puis je peux avoir 100 événements différents quand je les croise. Ça, c'est cool. Par contre, la plupart des événements, tire un des 10 là-dessus, ton bonhomme il est mort, puis 10, tu trouves quelque chose de cool. J'exagère un peu, mais ça revient souvent à ça. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de jets à faire là-dedans, puis des jets sur lesquels tu n'as absolument aucun contrôle. C'est un des 10, puis plus tu es haut sur ton des 10, plus ton résultat est positif, plus tu es bas, plus ton résultat est négatif. Puis quand je dis 1, t'es mort, ça arrive. Là. Il y en a des événements, 1, le monstre, il t'a sauté dessus pendant qu'on le chassait, puis il en tue un de la gang. Ça arrive, ce genre d'événement-là. Puis 10, tu trouves une relique cool, puis un objet spécial que tu vas chercher dans un des decks spéciaux. Fait que la phase Hunt, donc, je la trouve un peu longue pour rien. À mon sens, à moi, je la trouve pas super intéressante. Elle est correcte parce qu'elle est pas si longue que ça. Ça prend quelques minutes, 10-15 minutes à faire. C'est juste que tu places une coupe d'événements devant toi, puis le bonhomme il avance, puis il recule. Je trouve aussi que c'est beaucoup de composantes. T'as tout un tableau, un long plateau qui sert juste à ça, alors qu'on aurait pu mettre, tu piges 8 cartes événements, mais le mélange en 3 de base là-dedans, puis pige les 5 premières, puis si tu surveilles à ça, tu payes avec le monstre, quelque chose comme ça. Mais je ne traite pas sur cette phase-là. Elle n'est pas assez négative pour que ça baisse mon appréciation du jeu. Mais cette phase-là, je l'aime un petit peu moins. Ensuite, l'autre phase importante que tu vas avoir dans le jeu, c'est la phase settlement, la gestion de ta colonie. À une chose près, elle, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite, puis je trouve ça le fun, comment ça se construit, puis que ça s'ouvre devant toi. Tu vas commencer avec juste une innovation, qui est le langage, puis avec juste un bâtiment, qui est la lanterne, qui fait de la lumière ou je me rappelle plus, mais je vois la lanterne. Puis à partir de ces deux trucs-là, puis les ressources que tu vas ramasser dans les combats, là, tu ouvres. Puis tu as beaucoup de choix dans ce que tu veux faire. C'est une des choses que j'aime. À chaque fois que je décide d'avancer en innovation, puis tu vas vouloir le faire une fois à tous les âges, là, toutes les années qui passent, quand tu avances en innovation, le fait que je pige 2 cartes, je choisis laquelle de ces 2 cartes-là va rentrer en jeu, puis ça m'ouvre tout un arbre de compétences parce que cette carte-là va me faire rentrer d'autres cartes dans le deck d'innovation, puis on peut y aller comme ça. Puis des fois, tu vas chercher sur quelque chose en particulier parce que tu vas avoir croisé des événements ou sur tes bâtiments, tu vas avoir croisé des endroits où on te dit est-ce que tu as telle innovation, est-ce que tu as telle innovation. Fait que tu vas vouloir aller chercher spécifiquement ces innovations-là. J'aime beaucoup tous les équipements que tu débloques, la façon dont tu les débloques, encore une fois, tu as un bon contrôle dessus, tu dépenses des ressources, tu décides vers quoi tu vas aller. Fait que j'assume que quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi, qui commence une campagne, il va dire ok, je vais aller vers tel item, tel item, tel item. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. J'aime comment ta colonie a une certaine évolution dans sa vie parce que les principes que tu développes, c'est des espèces de comment ta colonie va se comporter suite à des grands événements marquants. Tu sais, le premier mort qu'il y a, est-ce qu'on le mange ou on commence à faire des cérémonies pour honorer les morts qui ont combattu pour notre colonie. La première naissance, la première relation, la première fait que puis on va développer différents principes qui vont avoir une influence sur comment ton petit village va se développer. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Fait que j'aime beaucoup comment ça fonctionne. Tu as un certain nombre d'actions, puis tu prends tes ressources, tu prends tes actions. Fait que ça se fait bien. On le fait tout le monde moi, j'ai joué évidemment solo, mais sinon, on fait tout le monde ensemble les actions qu'on va faire. J'ai trouvé ça assez cool, puis c'est des affaires intéressantes que tu développes, puis il y a des concepts super intéressants là-dedans. L'affaire que j'aime moins, ça revient exactement à ce que je t'ai dit à l'affaire de Hunt juste avant, c'est l'événement. Quand il y a un événement, parce que tu vas avoir souvent 2 événements, tu as un événement qui est fixé par la narration du jeu, par l'histoire qui avance, puis tu as un événement que tu piges dans un deck d'événements au hasard. Ces événements-là, de façon générale, je les trouve bien trop déséquilibrés, je les trouve bien trop débalancés. Parce que tu vas avoir un événement où, par exemple, un exemple que je peux donner, c'est mon premier... la première game que j'ai joué, j'ai fait 3 settlements qui sont morts en dedans de 10 ans à peu près. Puis le premier settlement que j'ai fait, quand tu commences initialement, on va te demander de tirer au hasard, tu as combien de survivants dans ton groupe. Moi, j'ai tiré le minimum, j'en avais 6. Fait que j'avais mes 4 survivants à moi, puis j'avais un autre groupe de 6. Fait que si jamais ces 4-là meurent, j'ai un certain bassin dans lequel je peux aller piéger. À la fin, là, je fais le premier événement qui est de First Story, puis tu as une espèce de bataille plus facile, ta première bataille, pour passer au travers, puis comprendre comment ça se joue. Puis ensuite de ça, quand j'ai fait ma première vraie phase de settlement, j'ai pigé un événement qui était le plague, une maladie qui s'installe. On dit lance un dé pour chacun des survivants qui revient du combat, puis si tu roules 1 ou 2, ce survivant-là, il est mort. Fait que j'ai roulé 1, 2, 2, 1, mais 4 survivants du premier combat sont morts après le premier combat.
Puis si t'en as un qui meurt, la phase de settlement suivante, après le prochain combat, le plague reste. Puis il va rester jusqu'à temps qu'il n'y ait aucun de tes 4 survivants qui meurt. Puis fait que ça a pris 3 ou 4 phases de showdown avant que ma colonie finisse par mourir. J'ai abandonné quand il a fallu que j'envoie un survivant tout seul contre le lion la prochaine fois. Ça n'a pas marché. Fait que, puis si j'avais roulé 6, 8, 8, 7, ben il y en a un qui aurait été malade un peu, puis ça serait réglé, puis ça serait rien passé. Puis les événements sont souvent comme ça. En tout cas, ceux que j'ai vus dans la phase de colonie sont souvent des 1-2 conséquences terribles, 3 à 6, pas si pire, puis 7 et 8 à 10, des conséquences positives. Fait que je trouve que c'est super swingy ce qui va se passer, puis je suis pas nécessairement un grand fan, même si je comprends le concept, je suis pas un grand fan de dire ne t'attache pas à tes personnages. Je comprends que le concept, c'est la colonie, mais je m'attache quand même un peu à mes personnages. Fait que celui-là, il a gagné un +1 de force, puis un +1 d'accuracy, puis là, j'ai un dé de plus à toutes mes attaques, c'est vraiment fort, puis parce que j'ai roulé un dé en revenant de mon dernier combat, il fait juste mourir. C'est quelque chose qui m'a quand même irrité. Fait que ces événements-là, je t'avouerai bien candidement que j'ai triché beaucoup avec pour avoir du fun pendant la campagne, parce que moi, personnellement, ça me coupait mon fun souvent de dire je viens de faire un grand combat, j'ai utilisé une super stratégie pour battre le monstre, ça a bien marché mes idées, j'avais pensé à développer telle arme, j'ai bien anticipé les moves qu'il allait faire, puis là, je roule 2-2, fait que j'ai 2 bonhommes de mort, ça me choquait. Puis il y en a beaucoup comme ça. Il y en a des positifs, mais il y en a beaucoup comme ça. J'ai trouvé que les événements qui étaient fixés par le scénario, c'était un peu moins violent dans ce qu'elle est, parce qu'il faut. Je suppose que c'est parce qu'il faut les atteindre. Mais ça fait que c'est la seule chose que j'ai à dire sur la phase de settlement. J'aime beaucoup comment ta colonie se développe. J'aime moins le fait que ça commence toujours avec un événement que j'ai trouvé très souvent très aléatoire sur son résultat. Donc maintenant, la phase de showdown, la phase de combat en tant que telle, est-ce que je la trouve cool? Je la trouve très cool. Cette phase-là, j'ai pas trouvé de défaut ou à peu près pas. Il y en a peut-être qui vont sortir pendant que je vais parler. Mais donc, dans cette phase-là, je la trouve vraiment, vraiment le fun. Je trouve ça le fun que ça soit toi qui choisisses le niveau de difficulté du monstre que tu vas affronter. Fait que, parce que plus il est difficile, plus on risque de se faire tuer, d'avoir des blessures à long terme, etc. Mais plus on va aller collecter de ressources pour la phase de settlement qui va suivre par la suite. Puis quand il est de niveau légendaire, il y a des ressources spéciales que tu commences à aller chercher en plus. J'aime le fait que tu n'as pas vraiment de points de vie. Tu as un niveau de blessure, un deuxième niveau de blessure, puis quand tu arrives au troisième niveau de blessure dans une zone donnée, tu t'en vas commencer à rouler sur des tables de blessures graves. Puis là, tu peux être relativement chanceux, puis t'en sortir avec de quoi de pas si pire que ça, ou tu peux te faire arracher le bras, puis avoir une arme de moins le reste de ta carrière. Fait que tu vas avoir des conséquences sur le long terme comme ça. Fait que ça, c'est un système que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que l'ennemi il est fixé en fonction d'un certain nombre de cartes, son comportement, en fonction d'un certain nombre de cartes d'intelligence artificielle. Puis que plus il est difficile, plus il va y avoir des cartes qui vont venir dans un deck avancé, puis éventuellement, il y a 2 cartes qui peuvent venir d'un deck légendaire. Puis que, à force de refaire des hunts contre le même monstre, tu apprends son comportement. Ça fait partie du jeu, dans le fond. Faut que tu apprennes son comportement, que tu l'anticipes. Le lion peut se mettre ses 4 pattes dans le dos, puis donner des coups de patte partout autour de lui. Fait qu'il peut créer une zone dangereuse autour de lui. Il va avoir différents effets que je sais qu'il y a des chances de faire telle affaire, puis que tu vas t'y préparer en conséquence. Tu vas mieux anticiper ses déplacements quand il fait son sniff, quand il y a telle carte que je le rate, puis il se met à plaquer tout le monde, puis il se sauve en pognant quelqu'un. Le lion, il grab, puis il déplace les autres. Des trucs comme ça. Fait que je trouve ça super intéressant d'apprendre le comportement des différents types d'ennemis que tu vas avoir, de revenir contre le même ennemi, d'être de plus en plus efficace, l'espèce d'agonie, de n'avoir un qui s'est fait tuer pendant le combat, ou qui s'est fait arracher la tête, qui a eu ses 5 jetons de bleeding, fait qu'il est mort pendant le combat. Le combat, je le trouve vraiment cool comment il fonctionne. Les cartes AI de l'ennemi qui sont activées. Quand nous, on réussit à l'attaquer, on va tirer une carte sur son hit location, on va avoir un jet de dégâts à faire pour voir si on le blesse ou pas. Le système, il est étrangement quand même assez fluide. J'aurais pensé qu'il serait plus complexe à apprendre que ça. Il est pas si compliqué que ça à apprendre. J'aime beaucoup le fait que ton personnage, ses caractéristiques vont évoluer, puis tu vas aller chercher des bonus qui sont forts. Tu vas avoir plus 1 d'accuracy ou plus 1 de strength, c'est fort. Tu as plus 1 d'accuracy ou plus 1 de speed, tu as 1 dé de plus à chaque fois que tu attaques. C'est immensément fort. Fait que c'est cool quand tu réussis à aller chercher ces bonus-là, tu sens que tes survivants sont plus efficaces en combat, sont plus puissants, sont capables d'aller tuer le monstre avec plus d'efficacité. J'aime le fait qu'il y a beaucoup de terrains qui vont interagir de différentes façons. J'aime l'aspect minimaliste de la grille de combat, l'espèce de plateau avec juste quelques terrains, le monstre généralement dans le milieu, les survivants autour, puis on essaie de le tapocher. Fait que tous les aspects du combat, je les trouve le fun.
le fait que ce soit un deck qui revient, puis qu'il y a quand même une certaine variété dedans, parce que c'est pas toujours les mêmes cartes. Il y a beaucoup plus de cartes dans son deck de basic qu'il y a de cartes basic que je dois utiliser pour un combat. Fait que c'est vraiment, même la deuxième ou la troisième ou la quatrième fois que tu l'affrontes, tu vas continuer à découvrir des nouvelles cartes, mais en même temps, tu vas comprendre un peu le pattern de ce monstre-là, comment il fonctionne. Fait que cet équilibre-là, je le trouve vraiment hyper intéressant. J'aime le fait que tu peux faire des blessures permanentes, fait qu'il y a des cartes AI que tu vas mettre sur le côté, puis quand il y a une carte du même type qui va jouer, ça va lui faire perdre son action au complet. Tu as coupé une patte, fait que la prochaine fois qu'il arrive pour s'en servir, ça fonctionne pas, puis il te regarde en sanglotant un peu, puis tu te sens satisfait de faire ça. C'est vraiment très très cool. J'aime le fait que pendant le hunt, il peut avoir des choses qui se passent qui vont commencer avec une émotion particulière, il est enragé après tout, il a peur, ou etc., ou il est caché, ou il fait une embuscade, ça va modifier un peu le combat, puis il va avoir des cartes spécifiques de traits ou de mood qui vont être joués pour le monstre puis qui vont rester en jeu. J'aime le fait qu'il peut être modifié par des jetons pendant la partie qui vont modifier son évasion, son accuracy, son speed. Fait qu'il y a beaucoup de trucs que j'aime dans le combat. Là, c'est vraiment ma partie préférée du jeu. C'est un système de combat qui est très efficace. Puis ton personnage va vraiment avoir des belles évolutions au fur et à mesure que la campagne avance en ayant de plus en plus de cartes d'équipement que tu peux mettre là-dessus. Puis avec les petits espèces de petits bonus que tu vas débloquer si tes cartes d'équipement ils ont des codes de couleurs qui fonctionnent. Il y a beaucoup d'équipements qui font bien des affaires spéciales que tu vas pouvoir jouer. Il y a des équipements qui donnent du range, fait que tu peux attaquer de loin. Il y a différents bonus qui vont te permettre d'interagir, d'interrompre le monstre, etc. Fait que le système de combat avec son petit système d'interruption, avec tes points de survival, je trouve ça vraiment, vraiment très efficace comment ça fonctionne. C'est de loin ma partie préférée du jeu. Puis étrangement, quand je l'ai appris, j'ai fait comme c'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de jets, il y a beaucoup d'étapes là, quand j'attaque le monstre. Je lance mes dés, je regarde si je le touche. Si je le touche, je flippe une carte pour savoir je l'ai touché où pour chaque succès que j'ai eu. Puis ensuite, pour chaque succès que j'ai eu, je vais rouler un autre dé avec mon modificateur de force pour voir si je réussis à infliger des dégâts à cet endroit-là. Puis pour chaque carte, ça se peut que j'ai un effet succès, ça se peut que j'ai un effet fail, ça se peut que j'ai un effet critique, dépendamment de ce que je roule. Fait qu'il y a beaucoup d'étapes, mais une fois qu'on s'y fait, ça se fait assez naturellement. Il y a une bonne fluidité dans le système de combat, puis il y a beaucoup de possibilités. Puis là, je t'ai parlé juste du lion parce que je vais te laisser découvrir les autres, mais chaque monstre est différent. L'antilope qui engloutit du monde par son ventre, l'espèce de phénix, le butcher, le kingsman. Il y en a plein des monstres intéressants qui fonctionnent tous de façon différente, qui arrivent tous avec leur niveau de terreur spécifique à eux. Fait que ça, au niveau du showdown, là, c'est vraiment quelque chose de très cool. Le système de combat, il est top-notch. Et je vais terminer cette petite critique-là en faisant une espèce d'overview du jeu. T'sais, finalement, j'ai dit il y a des aspects que j'aime moins, des aspects que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'en pense comme jugement final? Faut savoir que Kingdom Death Monster, c'est un jeu qui est très très cher au niveau de l'entrée, tu sais, fait qu'il a besoin d'être très très bon. Vaut-il son prix? Personnellement, je trouve que malheureusement, non. J'aime beaucoup le système de combat. J'aime bien la phase de settlement. J'aime beaucoup la phase de settlement, le système de combat. La phase de hunt me laisse un peu froid. Puis les deux choses qui font que j'ai fini par être un peu turné off dans le jeu, vont comme suit. Un, je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup d'événements, que ce soit dans le hunt, que ce soit dans les événements de settlement, que ce soit dans les événements narratifs que tu vas voir, que tu vas régler en lançant un des 10, puis que c'est extrêmement varié en termes d'intensité de conséquences, le résultat que tu as. À la longue, j'ai trouvé ça un petit peu irritant, parce que 2, 3, 4 mauvais jets de dés d'affilée, puis ça te gâche pas ta game de la soirée, ça gâche ta colonie, elle est morte au complet à cause de ça, puis tu dois recommencer une nouvelle colonie. Tu as même un espace sur ta fiche de colonie pour savoir ça fait combien de fois que tu recommences. Tu as littéralement un espace pour dire Lost Settlements, c'est arrivé combien de fois que tout le monde est mort dans ta place. Ça, c'est une affaire qui est venue m'irriter, mais c'était relativement mineur quand même. L'affaire qui est venue le plus m'irriter, c'est que le monde semble être extraordinairement bien développé, mais il ne l'est pas. T'as pas d'histoire dans le jeu. T'as zéro histoire dans le jeu. Quand je dis depuis le début que tu vas, t'as un événement qui se passe, ben tu sais, je vais flipper un événement, puis là, ok, il y a un étranger qui vient dans la ville, on lance un des 10, puis là, l'étranger, il tue quelqu'un avant de partir, il est couvert de sang, puis il s'en va. Parfait. C'est ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi? Ça sert à quoi? On n'en a aucune idée. Puis je me suis rendu assez loin dans la campagne, on n'en a toujours aucune idée. Même les monstres, puis ce que je pense être le boss de fin de campagne que j'ai croisé, on n'en a aucune idée. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? On est dans un monde sombre, il y a des espèces de masques cassés à terre. La partie narrative pour introduire ça, c'est 4-5 pages de BD, qui a une phrase par
par page pour montrer qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on fait là. Fait que tu sais, un jeu de cette ambition-là, j'ai besoin d'avoir une certaine cohésion narrative pour avoir le goût de progresser là-dedans. Là, c'est qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que je fais ça tout dans le vide. J'ai beaucoup de plaisir dans le jeu. J'aime développer ma colonie. J'aime aller faire les combats, mais j'ai l'impression qu'ultimement, je fais ça tout pour rien puis que ça va juste tout être effacé. Puis ça me dérange. Ça me fait décrocher à la longue. J'ai l'impression que... Puis aussi niaiseux que ça puisse paraître, des jeux comme Gloomhaven ou End Trespass ou Frosthaven ou Sword and Sorcery, quand bien même que mon objectif c'est d'aller tuer le nécromancien que je vais croiser dans 20 games parce qu'il veut lever une armée de morts vivants puis envahir le monde, je sais que c'est ça mon objectif final. Dans celui-là, j'ai pas d'objectif final. Je fais juste progresser jusqu'à temps que tout le monde meure. Puis ça me finit par me décourager. Pourquoi je fais ça? Ils vont tous mourir en dedans de 10 games, ils vont tous être morts encore, puis je vais recommencer, puis ils vont peut-être me rendre à 12 games, puis ils vont tous être morts, puis me recommencer, ils vont peut-être me rendre à 14 games, puis ils vont tous être morts. Ça a fini par me décourager. Puis ça a fait que j'ai plus envie de progresser davantage dans Kingdom Death Monster. Il y a d'autres raisons au niveau narratif que je veux pas te révéler parce que ça serait vraiment des gros spoilers, du spoiler au niveau de l'histoire, mais parce que je vais me contenter de dire que pour me conforter, est-ce que je vais finir par aimer où l'histoire s'en va? Parce que l'histoire, t'as ça à travers des petits événements, comme je te dis, là, les événements obligatoires que tu vas avoir, que tu vas croiser de temps en temps. Tu vas avoir 4-5 lignes de texte, quelque chose qui se passe, qu'on t'explique pas pourquoi ce monstre-là vient ou pourquoi t'as un rêve de telle affaire. Fait que t'as littéralement comme quelques lignes d'histoire, un choix à faire, puis on passe à l'autre événement. Puis, sans vouloir te révéler de spoiler, mais moi, pour me conforter dans mon idée, j'ai été lire tous les événements jusqu'à la fin de la campagne, puis j'ai fait cette campagne-là, pas pour moi. C'est pas une campagne que ça m'intéresse de faire, puis je suis content de l'avoir lu, je suis content de l'avoir essayé, puis je suis content de l'avoir lu parce que j'aurais été vraiment très, très, très déçu de comment la campagne se termine si j'avais joué jusqu'au bout pour y aller. Mais ça, c'est moi. D'un autre côté, puis il y en a plusieurs qui me l'ont dit, ça. Si toi, t'aimes ce genre de jeu-là, puis l'histoire t'énerve justement parce que ça te tente pas de passer 45 minutes à lire des textes, puis aller ou via une application te faire raconter une histoire sans dessus-dessous avant d'aller dans le cœur, c'est-à-dire faire ta force de chasse, faire ta combat, puis gérer ta colonie, c'est un jeu qui est parfait pour toi. Là. T'as pas d'histoire, tu fais juste ça, puis c'est vraiment un feeling genre de Dark Souls, de board game. Là. C'est difficile, tu sais pas pourquoi t'es là, c'est sombre, c'est glauque, t'as du monde qui meurt à tous les 3 secondes, puis t'essaies d'en trouver d'autres pour essayer de survivre le plus longtemps possible, puis tu développes des nouvelles armes, des nouvelles tech, des nouvelles connaissances, etc. Fait que cet aspect-là est vraiment très très cool si c'est ça que tu cherches. Si tu cherches un jeu pesant au niveau de la narration, celui-là ne l'est pas du tout. Zéro bonne barre. Puis moi, je découvre que l'une des choses qui m'intéresse dans les jeux de campagne, c'est où l'histoire m'amène. Comment mon personnage à moi va progresser. Pas juste comment ma colonie va progresser, mais comment mon personnage va progresser. Fait que c'est un peu ça mon final thought, là, mes pensées ultimes sur le jeu. Super bien fait. Système de combat extraordinaire, mais j'ai pas quelque chose qui m'embarque pour avoir le goût d'y revenir, puis d'y revenir au niveau de la narration. Fait que à cause de ça, j'ai fini par me tanner un petit peu. Je termine en faisant ma fameuse comparaison avec End Trespass, ça va être très court. Le système de combat sont équivalents, je dirais, en termes de qualité. Je pense que celui de Kingdom Death, il est même un petit peu plus fluide. C'est lui qui est à l'origine. End Trespass, maintenant que j'ai joué, ils ont copié 90% du système de jeu là-dessus. C'est assez malade. Mais le système de combat, il est, je pense, un peu plus fluide dans Kingdom Death, la façon que les coups marchent, là, les hit location. Puis j'aime le fait qu'il y a plus de cartes d'intelligence artificielle pour chaque monstre que tu en as dans End Trespass. Fait que tu vas avoir un petit peu plus de variété dans la façon dont un monstre va fonctionner d'un combat à l'autre. Parce que les deux ont le même système que j'ai un monstre que je vais croiser souvent. J'ai des monstres qui sont pitchés vers moi en fonction de l'histoire. Fait que puis ils ont le même type d'évolution, les monstres fonctionnent beaucoup comment, le reste du combat fonctionne beaucoup de la même façon, les équipements, tout ça. Ça c'est intéressant. J'aime mieux le fait dans End Trespass que
ma mini que j'ai sur le plateau de jeu, c'est un véhicule. Fait que le pilote de ce véhicule-là, lui, je vais le garder plus longtemps que le véhicule lui-même. Fait qu'il y a certaines habiletés et trucs que je vais garder. Mais les deux, ils ont quand même un système que le personnage va finir par se retirer puis tu vas changer de personnage de temps en temps. C'est juste que dans Iron Trespass, tu changes de personnage, en tout cas dans les games que j'ai fait, beaucoup moins souvent que dans Kingdom Death Monster, étant donné que ton véhicule va mourir souvent, mais pas le personnage qui contrôle ce véhicule-là. L'énorme différence que j'ai vue entre les deux jeux, puis la raison pour laquelle je préfère de loin Iron Trespass, c'est qu'Iron Trespass, il y a une histoire. Ils ont pris tous les espaces qu'il y avait entre les combats, puis ils t'ont fait un énorme jeu de campagne narratif avec celui-là, ce que tu n'as pas dans lui. Par contre, ça vient avec son défaut, dépendamment du type de joueur que tu es, encore une fois. Et en Trespass, tu passes beaucoup plus de temps à gérer l'histoire puis à progresser dans la partie narrative du jeu que tu fais des combats. Si tu joues 5 heures de temps dans une soirée, tu vas peut-être jouer 1 heure et demie à faire un combat, puis tu vas faire 3 heures et demie de lecture d'histoire, puis d'aller dans différents manuels de lecture pour découvrir l'histoire de cet univers-là. C'est quelque chose que tu veux faire. Si tu aimes ce concept de jeu-là, mais ça te tente pas, quand tu joues 5 heures, tu veux te battre 5 heures de temps, mais Kingdom Death, ça va être parfait pour toi. La phase de colonie se fait vite, la phase de hunt n'est pas si longue, fait que sur 5 heures de jeu, tu vas faire 2 gros fights d'1 heure et demie, plus tes 2 fights de colonie, puis tes 2 systèmes de colonie, puis tes 2 phases de hunt. Fait que si tu veux un système épuré, axé sur le combat, sur le développement de ta colonie, puis sur le développement de tes survivants, puis le remplacement de ces survivants-là d'un fight à l'autre, puis le fait de trouver des nouvelles armes, mais vraiment axé sur le combat, Kingdom Death, c'est vraiment top-notch à ce niveau-là. Pour moi, il n'y avait pas assez de narration pour me garder intéressé tout au long. Fait que sur ça, j'ai vraiment parlé très 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 longtemps dans cette vidéo-là, je m'en excuse. Fait que je termine en disant que j'espère que là, ça t'a permis de te faire une idée. Fait que pour moi, les commentaires, ma critique finale est très très positive. C'est juste qu'à cause de 2-3 aspects dans le jeu, c'est pas tout à fait pour moi, mais c'est un très très bon jeu. Je sais que là, il y a leur deuxième vague qui va être livrée quelque part dans l'année, puis il va y avoir beaucoup de choses. Peut-être qu'ils vont davantage explorer le monde, puis que je vais lui donner une autre chance à ce moment-là. Mais pour l'instant, j'ai fini avec mon expérience de Kingdom Death Monster. Fait que, je vais te dire bonne fin de journée. Avant de faire ça, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vais t'inviter également à venir nous visiter sur Facebook, Instagram et venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.